Les amis, je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette vidéo la légende du sport automobile Harry Vatanen, champion du monde des rallyes en 81 et quadruple vainqueur du Paris-Dakar entre autres. Anne-Chantal Pauwels, ex-copilote de rallye pendant une dizaine d'années aux côtés de François Delecourt. Elle a disputé plus de 200 courses dans sa carrière, dont 7 fois le rallye Monte-Carlo. Emmanuel Guigou, le Montpellierin que vous connaissez bien sur la chaîne, champion de France en formule de promotion, également pilote en GT4 European Series sur l'Alpine A110. Et enfin Bruno Van de Stick, le célèbre speaker des 24 heures du Mans, rien que ça. Ils ont tous répondu présent à l'invitation des organisateurs de la Coupe Florio 2024. Et je vous propose de plonger au cœur de ce fabuleux événement, la balade suivie de l'exposition de véhicules le samedi, la course avec la montée historique le dimanche, mais aujourd'hui vendredi, c'est le grand concours d'élégance orchestré de main de maître par Patrice Rollet, ex-président de la Fédération internationale des véhicules anciens de 2013 à 2019 et responsable de l'international à la FFVE, véritable encyclopédie vivante de l'automobile. Avec Thierry, nous allons commenter en direct cet événement. J'espère que ça vous plaira et que vous apprendrez des choses. Retrouvons sans plus tarder Anne-Marie David, coprésidente de Saint-Brieuc Entreprises, qui va lancer cette Coupe Florio 2024. Mais avant ça, un petit mot sur notre partenaire du jour. Vous êtes concessionnaire ou revendeur multimarque, cette offre Car Vertical a été spécialement créée pour vous, mais attention, pour une durée limitée. Car Vertical vous offre jusqu'à 20 rapports gratuits, mais uniquement pour les clients professionnels. Alors à quoi servent ces rapports ? Ils permettent de retrouver l'historique d'un véhicule et vous éviter des coûts supplémentaires inattendus s'il a été endommagé, que le compteur est trafiqué ou qu'il a été importé. D'autres informations peuvent également être renseignées, comme la vérification de la carte grise, les taxes d'émission, des photos du véhicule endommagé, les enregistrements de vol ou même certaines spécifications et équipements. Très important, vous pouvez également fournir ce rapport à votre client pour le rassurer lors de la transaction. Alors vous souhaitez essayer Car Vertical, retrouvez le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran et obtenez jusqu'à 20 rapports d'historique gratuits. Je le rappelle, cette offre est uniquement dédiée aux professionnels de l'automobile et proposée dans un délai limité. C'est juste l'immense plaisir de déclarer ouverte la 9e édition de la Coupe Florio. Bonne soirée à tous. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors mon rôle va être de passer la soirée avec vous à vous présenter les différents véhicules de ce concours d'élégance en automobile. Alors en 3 mots, c'est un concept qui a été inventé il y a à peu près une centaine d'années par un Français. Et oui, Cocorico. Le concours d'élégance en automobile est né en France à une époque où les constructeurs français étaient très importants, réputés dans le monde entier. Les carrossiers, les maîtres carrossiers qui réalisaient des voitures pratiquement à l'unité, venaient présenter leur production à l'occasion de ces concours, et également tout le monde de la mode, les couturiers, les accessoiristes, les chapeaux, les gants, les souliers, les sacs, etc. Tout ça sous le signe de l'élégance, c'est les 3 C, un carrossier, un constructeur et un couturier. Il y a un 4e C, c'est le petit chien, vous en verrez probablement quelques-uns ce soir. C'était l'élégance à la française. Et il y a 100 ans plus tard, la Fédération française des véhicules d'époque a décidé de faire revivre de façon un peu formelle ces concours d'élégance à la française. Et la Florio a été labellisée parmi une trentaine d'autres concours. Et je pense qu'on peut en être heureux. Alors les amis, un petit mot quand même sur le jury. Le président, c'est bien évidemment Harry Vatanen. Saint-Brieuc Entreprises, l'organisateur de cet événement, est représenté par Anne-Marie David, sa coprésidente. On aperçoit d'ailleurs René Constantin, à droite de l'image, coprésident également de Saint-Brieuc Entreprises. Benoît Pelé, délégué régional des Côtes-d'Armor de la FFVE, représente sa fédération, tout comme Pascaline Massiti. François Portzer représente la mairie de Saint-Brieuc en sa qualité de conseiller municipal. Thierry Simelière, maire de Saint-Quay-Portrieux, d'où partira d'ailleurs demain la grande balade, est également présent. Et pour finir en beauté, Christelle Brocheriot, directrice de la communication et du tourisme chez Saint-Brieuc Armor Agglomération, complète notre jury de ce soir. Merci Thierry. Alors le concours d'élégance va commencer, mais avant ça, je voulais diffuser les images de ta rencontre avec Harry Vatanen cet après-midi. Regardez ça. Harry, bonjour.
Oui, bonjour. Ah, c'est toi. Ben oui, c'est moi. C'est Je toi. suis là. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ok, parfait. Ah oui, alors j'ai eu du mal à te filmer parce que tu es une star. Oui, un petit peu. Tout est relatif. Tu sais, quand tu as couru sur les automobiles, surtout en France, c'est facile d'être entre guillemets star. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très relatif. Quand je rentre à la maison et Rita me voit, c'est la réalité. Alors il faut garder les pieds par terre. Mais c'est vrai, je suis bien accueilli en France tout le temps. Et ça me touche profondément parce que je vois la sincérité des gens. Ils viennent me voir, Harry, je t'avais vu il y a 30 ans quelque part, une virage, tu as glissé. Le contact humain, tout le temps le contact humain. Alors là, et la passion. Nous sommes en Bretagne, Harry. Ouais. Tu es invité à la Coupe Florio. C'est un événement qui dure 3 jours. Ce soir, tu es membre du jury pour élire la plus belle voiture qui est présente ici. Est-ce que tu as déjà repéré quelques voitures sympas? Mais là, sincèrement, il n'y a que des voitures sympas. Mais évidemment, c'est l'œil pour la beauté, c'est l'œil pour la histoire. Et moi, je suis honoré d'être. Je ne suis pas collectionneur moi-même, mais pour moi, voir les voitures anciennes, ça parle de notre histoire, ça parle de la France, et c'est aussi en regardant les voitures anciennes, on voit que l'homme est venu de loin dans très peu de temps. Il a ce développement, ce progrès qui nous donne d'espoir. Oui, quand ma prochaine d'ici 10 ans devant nous, 50 ans, vous voyez, la vie va être encore beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il a tous le progrès. Est-ce que tu vas piloter ce week-end? Un dimanche, il y a comment se dit, Rita, ma femme, m'a donné le feu vert de venir ici. Harry, ne fais pas les bêtises, ne te laisse pas aller, n'oublie pas que tu n'es plus un jeune garçon. Alors oui, ça va être tranquille. BMW M4 sur les voitures, c'est une parade rapide. On vient faire ce J'ai vu que les gens te parlaient de PikesPeak, évidemment, c'est normal. Et je me disais, quand on revoit cette image, tu sais, avec toi qui cache du soleil, j'ai un peu l'impression que tu as inventé le marketing un petit peu, tu sais, en même temps. Sans le vouloir. Mais c'est devenu une espèce de slogan parce que souvent on se dit que dans la vie, même un peu philosophiquement, tu peux lever le bras mais pas le pied. C'est-à-dire, indépendamment de ce que tu fais dans la vie, tu dois mouiller la chemise, tu dois donner de ton mieux et faire un effort dans la vie, soit tu es un coureur d'automobile ou fermier ou n'importe quel. C'est-à-dire, si tu es en bonne santé, il faut travailler dur. Hier, quand j'ai posté une photo de toi sur nos réseaux sociaux, tu l'as vu, on a pas mal de monde qui sont abonnés. Il y a eu un nombre incroyable de réactions, de likes, comme on dit maintenant. C'est surprenant, cette longévité. Comment tu expliques que les gens sont tous là, tout le monde attend pour faire des photos autour de nous là? Je suis un peu mal placé pour juger. Je suis très humble devant. Si les gens viennent vers moi parce qu'ils sont sincères, ils parlent de leur cœur, mais c'est... Tu leur as apporté du bonheur. Forcément, quelque part. Peut-être qu'ils ont vu, c'est jamais su calculer. Quand c'est conduit, c'était toujours à fond, même trop souvent à fond. C'est oublié que le virage devant moi n'était pas le dernier virage, mais en freinant trop tard, il est devenu le dernier virage de la course. Et après, on a remonté. Et je crois que dans la vie, tu n'as pas une vie parfaite, ça n'existe pas. Et les gens, peut-être quelque part, peuvent s'identifier avec moi. Un parcours qui va, ça monte et descendre. Des hauts et des bas. C'est ça, haut et les bas comme dans leur vie. Et en tout cas, la vie m'a rappelé si souvent, même cette année, quand j'ai perdu mon fils aîné, comme la vie est fragile. L'homme n'a pas le droit à penser qu'il est supérieur aux autres. Non, on est tous aussi mortels, même c'est ça la vraie vie. Bon, on se retrouve tout à l'heure, au moment du vote, pour savoir quelle voiture tu vas élire, puisque tu es le président du jury. Ah oui, quelle telle responsabilité. Merci beaucoup, Harry. Merci. Tout à l'heure. Merci Harry, et retrouvons tout de suite Patrice Rollet pour le début du concours d'élégance. Il faut bien ce type de musique pour vous présenter ce monument du style néoclassique. La voiture est de 1984, mais vous l'avez deviné, elle ressemble, elle s'inspire beaucoup des Mercedes-Benz des années 30, en particulier du modèle 540K. Mais c'est une voiture américaine, avec une mécanique américaine et avec tous les raffinements
les automatismes, à commencer par la boîte de vitesse que les Américains savaient présenter depuis très longtemps. C'est une Excalibur, puisque d'ailleurs le logo au-dessus du radiateur, c'est l'épée, la fameuse épée Excalibur. Alors, l'histoire est assez amusante. C'est un styliste américain qui s'appelle Brooks Stevens, qui travaillait pour pas mal de marques, en particulier pour Studebaker. Et Studebaker lui a commandé en 1963 de faire quelques dessins de voitures un petit peu improbables, un peu olé olé, pour essayer de voir si ça pourrait se vendre. Il dessine ce que vous avez pratiquement sous les yeux, pas exactement, mais très proche. Au dernier moment, Studebaker dit « bah non, finalement, ça ne va pas ». Et M. Stevens a monté sa propre affaire et il a construit en toute petite série ce type de véhicule, et ça a duré jusqu'en 1989, celle-ci est de 1984. La petite histoire, c'est que la première apparition de la voiture, c'était au salon de Détroit en 1964, donc. Il n'avait pas beaucoup de sous, il était réfugié vraiment devant un stand de hot dog et tout près des toilettes, mais néanmoins, il a réussi à vendre un certain nombre de voitures, parce que la voiture a plu instantanément au public américain. Il a commandé 400 châssis à Studebaker, et ensuite la voiture s'est développée. Et on est très heureux de voir cette néoclassique. Ce n'est pas une voiture à laquelle on est habitué dans les concours d'élégance, mais vive l'originalité, et merci beaucoup de nous présenter cette Excalibur série 4 de 1984. Bravo. Alors on continue à faire dans le léger, on reste aux États-Unis, mais cette fois-ci on est vraiment à Détroit, la capitale américaine de l'automobile, et vous avez devant vous le summum des gammes Ford, puisque c'est une Lincoln, la marque haut de gamme, et vous pouvez les applaudir, ils sont superbes. Et ils sont jeunes, c'est très important parce que le mouvement des véhicules anciens a besoin de jeunes comme vous pour perpétuer la tradition. Alors vous nous présentez une Lincoln de la fin des années 70, je crois c'est une Town Car, avec cette particularité stylistique d'avoir un toit en deux parties. Ça ressemble un petit peu au landaulet ou au coupé-chauffeur des années 30. C'est un style que se donnait Lincoln. Il y a quelques histoires un petit peu tristes sur cette magnifique marque. C'est que le président Kennedy a été assassiné à Dallas, justement, en 63, dans une Lincoln décapotable. Mais là, vous êtes en sécurité, d'abord à Saint-Brieuc, et deuxièmement, vous êtes dans une voiture particulièrement couverte. Là aussi, un V8 de je ne sais pas combien de milliers de centimètres cubes. Il y a des chevaux autant qu'on veut. La conduite est somptueuse, on tourne le volant avec le petit doigt, tout ça est très assisté. Et alors quand même, méfiez-vous, quand vous irez à Paris, vous savez qu'il y a un projet de faire payer les parkings en fonction du poids de la voiture. Alors, tous nos bons amis des beaux quartiers qui fonctionnent avec des ranges, ils jouent petit, hein, à côté de vous, là, vraiment. Bravo, merci beaucoup pour votre présentation. Alors Thierry, petite précision sur Anthony, le propriétaire de cette magnifique Lincoln Continental. C'est un grand fan de voitures américaines. Ah bah ouais, grave. En particulier de Corvette, de Viper. D'ailleurs, on vous invite à découvrir ses autres bolides sur son compte Instagram qui doit s'afficher à l'écran. Et que bella macchina! Là, nous sommes passés en Italie. Nous sommes à Milan, grande marque italienne. Bravo, bravo. Alors c'est une Alfa Romeo, c'est un coupé Berton qui a été dessiné par un des plus grands stylistes de notre siècle, M. Giugiaro. Et ce sont les chevaux de feu. Je ne sais pas combien vous avez, 130 chevaux, mais c'est du pur sang. Hein. C'est pas du postier breton, ce qui est un excellent cheval aussi. Donc elle est rouge, forcément. Et Alfa Romeo, bien, ça a été né au tout début du XXe siècle. Ça voulait dire quelque chose comme automobile lombarde, puisque c'était un Milan de fabrication d'automobiles, Alfa. Et puis est arrivé un ingénieur en chef en 1910 précisément, qui s'appelait Nicola Romeo. Et ça a donné Alfa Romeo, c'est resté. Ça a tout gagné dans les années 30 en particulier, avec des 6 et 8 cylindres. Et après-guerre, c'était plus compliqué de fabriquer des voitures de très grand luxe, mais ça a été une course à l'efficience.
obtenir le maximum de résultats avec le minimum de moyens. Je veux dire que c'est des moteurs pas forcément énormes, mais extrêmement performants. Je crois que ça caractérise les chevaux de feu d'Alfa Romeo. Merci beaucoup pour votre jolie voiture. Celle-là, on la met dans le coffre des précédentes, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus réduit comme... bravo pour en sortir, il faut le faire, c'est de la gymnastique. C'est une charmante petite Austin Healey, c'est le modèle Sprite. C'est une petite voiture de sport, ça a un moteur de 11 ou 1300 cm3, ça développe à peu près 50-55 chevaux. Et à l'époque, dans les années 60, où c'était fabriqué, ça avançait quand même à 120-130. L'intérêt, c'était les petites routes de campagne, parce que c'est une voiture de sport. Et beaucoup de jeunes ont pu se permettre des voitures de ce genre, parce que c'était une entrée de gamme extrêmement performante et agréable pour son prix. Ça a été largement importé en France et dans le monde entier. Celle-là a gardé son volant d'origine. D'ailleurs, elle a encore sa plaque anglaise. You're from Britain? Ah, ce sont des Anglais, des vrais, des purs. Eh bien, welcome, bravo, bienvenue à Saint-Brieuc avec Austin Healey Sprite. Well done. Ah, et puis voilà Seb, notre ami Sébastien. Alors lui aussi est un passionné de voitures américaines. Et les plus fidèles d'entre vous se souviennent peut-être qu'il avait déjà gagné l'édition de la Coupe Florio 2017 avec cette même voiture. On l'avait filmé à l'époque. Ah oui, puis là, il sent le grand jeu carrément. Il ouvre même le toit. Parce qu'à Saint-Brieuc, il fait beau, il faut le dire, on peut décapoter. Ils l'ont fait, bravo. C'est encore des recettes pour la mairie de Paris. Ah, puis là, on voit Eric, le fils de Carole et Sébastien, qui a bien grandi depuis la dernière fois. Alors, nous avons une très belle automobile américaine, très joliment présentée. Vous avez remarqué qu'ils étaient 3 sur la banquette avant. On peut en mettre autant derrière. C'est un cabriolet de 6 places, ce qui est assez remarquable. Seuls les Américains pouvaient faire ça. Buick est une marque qui est née en 1901, monsieur David Buick, qui a ensuite été approché, on peut dire ça comme ça, par la General Motors, et c'est resté encore aujourd'hui une marque de la General Motors. Ils ont fabriqué des voitures de très grande dimension à partir des années 20 jusqu'aux années 90. Et là, vous avez sous les yeux le modèle qui est le plus long jamais créé par Buick. Je crois qu'il fait 5,71 m. C'est le modèle 225 parce que c'est 225 inches. Alors vous faites le calcul, 225 multiplié par 2,51, ça fait, je vous le facilite la tâche, 5,71 m. Je vous le garantis. C'est la fin des, ce qu'on appelait aux États-Unis les double beds, c'est-à-dire des voitures à 2 lits, vous avez des trucs absolument immenses. Ils ont été rattrapés par les Européens et par aussi les questions écologiques et ils se sont mis à faire des voitures un petit peu plus, j'allais dire, raisonnables. Mais je suis content qu'on n'ait pas été raisonnable pendant un certain temps parce que c'est quand même des sacrées voitures. Merci beaucoup. « 1969, auto très sympathique. C'est une Triumph, qui est une marque britannique de voitures de sport extrêmement connue, comme MG, comme Sunbeam. Et là, vous avez la dernière Triumph de sport, selon moi en tout cas, c'est la TR6, qui sur une base dessinée par un styliste italien, a été un petit peu revue et corrigée et modernisée par les Allemands de Karmann. Donc c'est comment dirais-je, un dessin un petit peu mixte. Alors c'est une voiture 6 cylindres qui doit faire... Alors elles sont nées avec 130, mais elles ont terminé leur carrière à 150 chevaux. Comme la voiture est très légère, ça pèse bien moins d'1 tonne, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui avec tout l'embarquement électronique qu'on a. Là c'est beaucoup plus simple et ça, c'est vraiment une voiture de sport comme les Anglais savaient les faire. Le succès a été énorme, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe. Le jury est en train de délibérer. Ah, elle arrive. Alors le jury vient de délibérer. On va connaître le grand gagnant bientôt de cette catégorie des collectors années 70-80. Voilà. Eh bien, c'est la Buick
225 Electra. Ah bah voilà, c'est Seb qui gagne pour la deuxième fois. Mais faut dire qu'il a son arme secrète, son fils Eric. Regardez-moi ça comme ils sont beaux tous les trois. Là on est, je trouve, carrément dans les séries américaines des années 70. C'est la troisième participation pour Sébastien et sa famille. La première fois en 2013 avec une Camaro jaune de 1978. En 2017, Thierry vous le disait tout à l'heure, avec cette même Buick Electra. Et finalement, c'est ça la Coupe Florio, des moments partagés en famille qui restent dans les souvenirs. Et Benoît Pelé remet à la propriétaire un petit macaron qui n'est donné qu'aux vainqueurs de classe des concours d'élégance et les FFVE. C'est très recherché, très collector. Merci beaucoup, bravo en tout cas. Troisième victoire donc pour Sébastien et sa jolie petite famille. Alors je vous le disais, là c'était la première catégorie appelée Collector. Elle concerne les voitures des années 70-80. Et là, nous allons passer à la catégorie post-classique. En gros, c'est les véhicules des années 60. Eh bien, nos amis britanniques savaient écrire de la bonne musique, mais ils savaient faire des voitures aussi. Bravo, bravo. Vous êtes superbe. Wonderful. Gorgeous looking. Donc, vous nous présentez une magnifique auto. Moi, j'ai un petit faible pour ce dessin. Alors là, c'est de Michelotti pur. C'est une TR5, TR250, qui en fait était des TR5 pour le marché américain. C'est-à-dire qu'elles avaient des carburateurs et non pas de l'injection, ce qui a d'ailleurs été beaucoup plus fiable. Elle est dans une livrée bleu foncé absolument sublime. Elle a des roues qui sont d'époque, mais qui n'étaient pas les roues usine. Il fallait s'acheter ça en option. Et c'est des voitures de sport. Celle-ci est particulièrement luxueuse. Là aussi, tableau de port en bois, intérieur en cuir, oui, quand même. Mais c'était des voitures faites surtout pour le sport. On a dit que c'était des voitures d'hommes, mais néanmoins, en rallye, dans les grands rallyes européens, il y a eu quelques équipages féminins. Je pense à Annie Swabo. Harry Vatanen n'était pas encore né, c'était dans les années 50 et 60, mais il a certainement dû connaître Annie Swabo ou Michel Cancre ou des gens qui utilisaient des TR4 et des TR5 et qui passaient devant ces messieurs. Donc c'est une voiture, mérite une conduite énergique, il n'y a pas de direction assistée, tout ça est un petit peu... C'est pas une voiture américaine, pas du tout. C'est un peu l'antithèse. C'est léger, ça a suffisamment de chevaux pour être efficace et pour qu'on puisse avoir beaucoup de plaisir dans les limites du code de la route. Ça va de soi. Merci beaucoup. TR250, 1968, dans sa très belle livrée bleu foncé, avec une bande d'argent. Eh bien, nous avons vu tout à l'heure des triomphes, on en a vu deux. On va voir tout à l'heure des MG, et pour que la trilogie soit complète, en termes de voitures de sport anglaises, nous avons Sunbeam, grande marque, très belle couleur votre voiture, je vous donne un avis personnel. Là aussi, le tableau de bord est en bois, il y a du cuir, c'est une voiture de sport particulièrement légère. C'est un moteur de 1750 cm3. Bravo, très joliment présenté. Sunbeam est une marque qui existe depuis plus de 100 ans et elle a détenu le record du monde de vitesse en 1923 en particulier, avec des engins absolument extraordinaires. Je ne sais plus quel était le pilote, mais enfin c'était monstrueux comme auto. Ils étaient dans les grands prix. C'était pas de Formule 1, mais les courses de Grand Prix à l'époque qu'ils gagnaient, le Grand Prix de Tours en particulier en 23. Et puis ensuite, ils ont fait des voitures de luxe. Et après-guerre, ça a été racheté par le groupe Roots, et puis par Chrysler à la fin, pour terminer chez Peugeot. C'est assez compliqué, toutes ces histoires. Mais là, c'est la belle époque Sunbeam, nous sommes dans les années 60, et en particulier dans le premier film de James Bond, Dr. No, James conduit une Sunbeam Alpine comme celle que vous avez sous les yeux. Donc, n'est pas 007 de Sa Majesté qui veut. Merci beaucoup pour votre jolie présentation. Bravo. Je vous rappelle comment vont noter les 7 membres du jury. Ils notent tout d'abord sur l'authenticité de la voiture et sa rareté sur 20. Vient ensuite l'équipage et les costumes qui doivent être bien évidemment en adéquation avec la voiture, également notés sur 20. Alors c'est encore une triomphe. Si vous ne reconnaissez pas une triomphe après ce soir, c'est à désespérer. Alors c'est le modèle d'avant, on a vu les TR6, les plus récentes, avec l'arrière Karmann. On a vu les TR5 ou les TR250. Et là on voit la TR4, qui était
la plus connue de toutes ces triomphes. Alors ça a un moteur de un petit peu plus de 2 litres, ça développe facilement 100 chevaux, et ce genre de voiture, donc on a parlé des rallyes, bravo, mais elles étaient aussi engagées aux 24 heures du Mans, et elles pouvaient gagner leur classe. C'était des voitures bien construites, avec un bon moteur, voiture de sport. Celle-ci d'ailleurs est certainement vitaminée, puisqu'il y a des ouïes d'aération qui ont été rajoutés après. Elle a des pneus type Formule 1, des jantes spéciales, et je crois que monsieur d'ailleurs fera la montée historique dimanche, et là oui, ça sera autre chose. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau, de pluie, mais non, il n'y en aura pas. À Saint-Brieuc, il ne pleut pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette très belle TR4 qui est présentée par... J'ai oublié de dire que madame porte une tenue Mary Quant, très important, puisque la voiture, mais aussi la mode. Mary Quant, here we go. Well done. Je crois que ces dames et ces demoiselles ont leur fan club. Et elle nous présente une voiture que vous connaissez tous, aux lunettes de soleil de rigueur. Vous avez totalement raison. Bravo, bravo. Très jolie présentation. Ces dames ne nous présentent pas n'importe quoi. C'est une Ford Mustang qui est arrivée en 1964. Celle-ci reste du premier modèle, le plus désirable d'ailleurs, 1966. Et ce fut un succès absolument phénoménal. Dès la présentation de cette voiture, il y a eu 22 000 commandes le jour même. Ça a été foudroyant et Mustang existe toujours. C'est la 10e, 11e série, je ne sais plus. Ça a été un succès absolument planétaire. Une voiture de sport aux États-Unis, pour une fois, sans direction assistée, sans comment dirais-je, aide de toutes sortes. Une voiture proche de ce que faisaient les Européens à l'époque. Et une petite anecdote sur le logo de la Ford Mustang. Mustang, c'est un cheval sauvage, c'est pour ça qu'on l'appelle la pony car. Et très curieusement, ce cheval galope de droite à gauche. Or, dans notre civilisation judéo-chrétienne, tout ce qui est le mouvement, que ce soit un graphique de développement de chiffre d'affaires ou ce que vous voudrez, c'est toujours de gauche à droite. C'est dans ce sens-là. Ben là, c'est dans l'autre sens. Et la raison est simple, c'est en hommage à la découverte de l'Ouest aux États-Unis. On est parti de l'Est pour aller vers l'Ouest. Donc Henry Ford lui-même a tenu à ce que ce petit hommage aux pionniers américains soit rendu sur sa polycar Ford Mustang. Merci infiniment, mesdemoiselles. Là, vous méritez des applaudissements nourris parce que c'est superbe. Magnifique présentation pour cette très belle automobile. Le profil est magique. C'est un dessin britannique. C'est Donald Healey qui s'est associé donc avec Lord Duffield, le patron d'Austin, pour donner cette Austin Healey, ce qu'on appelle la Big Healey. Vous avez vu la petite tout à l'heure qui était rouge, et là vous avez un gros moteur 6 cylindres, 3 litres, qui développait entre 130 et 150 chevaux. La voiture est légère, donc ça fait du courant d'air. Et puis alors elle est présentée comme pour aller à l'eau. Magnifique. Très très belle tenue, en accord avec l'automobile. Les Austin Healey étaient presque toutes. Vous pouvez les applaudir, ils sont super. Les Austin Healey étaient presque toutes bicolores le long de cette ligne très originale que je trouve magnifique. Alors remarquez aussi le pot d'échappement. Je ne sais pas si vous voyez la hauteur pour le sol. Donc ce sont des voitures qui n'aiment pas du tout les gendarmes couchés, comme on dit, ni les gendarmes debout d'ailleurs. En tout cas, oui, parce que ça frise les 200 à l'heure. Nous sommes en 1960. C'était la voiture de haute performance qui n'avait qu'une concurrente finalement, qui est la fameuse Jaguar type E ou les XK 140, 150. C'était la voiture de sport britannique dans toute sa splendeur. Et on est tellement heureux d'en revoir des lignes comme ça. C'est des dessins, pour moi, que je trouve magiques. Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Merci madame. Merci madame et bravo pour votre présentation superbe. Alors c'est une Renault Caravelle, Floride et Caravelle, ça faisait partie de la gamme des voitures un petit peu sportives et fun de chez Renault dans les années 50. La voiture est apparue
au Salon de Paris en 1958, et elle a fait la couverture d'un journal qui s'appelait l'Autojournal, et sur le capot de la voiture en couverture, nul autre que Brigitte Bardot, notre actrice nationale, d'où le son de M. Moreno, je crois, pour accompagner la venue de cette voiture. Donc c'est une moteur tout à l'arrière, c'est un 850 puis 1100 cm3, c'est un 4 cylindres, c'est une voiture qui n'est pas une voiture de sport, il ne faut pas s'amuser à suivre une Austin, on n'y arrivera pas, on terminera dans le mauvais sens, peu importe. Surtout, on mettait parfois aussi un sac de sable ou de ciment dans le capot avant pour équilibrer la voiture, mais néanmoins c'est un très très joli dessin, qui est dû d'ailleurs à un Italien, un grand styliste italien qui s'appelle Piero Frua, et qui a dessiné pratiquement toutes les Maserati des années 60. Vous voyez que c'est une belle référence. La voiture est somptueusement entretenue, et je crois qu'elle appartient à de hautes sommités du club Floride et Caravelle de Bretagne. Je crois que vous êtes la présidente, madame. En tout cas, pardon, la femme du président, mais c'est bien la présidente. C'est vous qui faites tout le boulot, c'est bien connu. En tout cas, bravo pour cette jolie présentation de voiture dans un état impeccable. La couleur est d'origine, c'est superbe. Bien belle auto et vive la France, cocorico. Bravo. Alors, on a toujours plaisir à voir cette fameuse Renault 4 chevaux. Elle est née en 1948. La Régie nationale des usines Renault venait d'être nationalisée. Et ils ont présenté cette 4 chevaux. Il y a une petite histoire à ce sujet. C'est que juste avant la présentation en 45-46, il y avait un certain monsieur Porsche qui avait lancé en 36 la Volkswagen, qui avait été fait prisonnier puisqu'il avait un petit peu fricoté avec le régime allemand pendant la guerre. Donc il était retenu en maison d'arrêt du côté de Dijon et on lui a présenté un certain nombre de plans de cette 4 chevaux qui ressemblait à la Volkswagen dans le sens que c'était une toute à l'arrière. Et je crois que M. Ferdinand Porsche a fait la seule erreur de sa vie. Il a dit « ça ne marchera pas ». Eh bien, ça a marché. Ça a été la première voiture française à dépasser le 1 million d'exemplaires vendus, produits et vendus. Et ça a duré jusqu'en 1961, je crois, où elle a été remplacée par la Dauphine. C'est une voiture qui a mis beaucoup de Français sur la route. À l'époque, on a tous dans notre famille un aïeul, un parent qui a eu une 4 chevaux. C'est hyper sympathique, c'est un peu émouvant de revoir votre voiture qui est dans un état somptueux. Vous avez beaucoup d'accessoires d'époque, c'est ce qui est très sympa. Robry et autres, c'était des marques dont les gens raffolaient. Il y a une autre anecdote, c'est qu'en 1948, au Salon de Paris, on n'avait pas beaucoup d'argent, c'était vraiment l'immédiate après-guerre. Et la 4 chevaux qui était sur le stand Renault était d'une couleur crème. Et en fait, c'était les restes de peinture de l'Africa Corps de Rommel que Renault avait récupéré. Et il a peint un certain nombre de voitures de cette couleur. Mais après, les coloris se sont diversifiés et vous avez sous les yeux une bien belle auto. La tenue de route était ce qu'elle était. Voilà, on n'en dira pas plus. Merci beaucoup. Merci, monsieur. National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7. Eh oui. British jusqu'au bout des ongles. Magnifique présentation. Et vous avez une voiture extraordinaire parce que l'après-midi, elle court aux 24 heures du Mans ou sur un circuit quelconque et le soir, elle est à l'opéra. C'est une voiture à la fois de prestige et de sport. Ça a un moulin extraordinaire. C'est un 6 cylindres Jaguar, un des plus beaux moteurs qui ont été faits, c'est le moteur XK. Là, vous avez la version 3,8 litres. En 1960, quand elle a été présentée, c'était 220 chevaux, 220 km à l'heure pour une berline. Je pense qu'on n'a pas cherché à faire mieux parce qu'à l'époque, c'était pratiquement impossible. Enfin, ça a été un succès planétaire que les Jaguars qui étaient dessinés ou largement influencés par le patron lui-même, William Lyons, qui était un grand ingénieur, un très bon dessinateur et un grand chef d'entreprise. Il a été anobli par la reine quelques années avant sa mort. En tout cas, bravo pour cette présentation, plus british que british. Vous êtes magnifique. Bravo. Ah oui, on est dans les grandes années rock'n'roll. Je pense que Elvis accompagne magnifiquement cette Chevrolet Corvette qui fut la première voiture de sport vraiment sportive américaine. Elle a été lancée en 1953. Elle est magnifique. Là, vous avez un modèle de 61 qui est un petit peu plus récent.
bicolore. Alors désolé les amis, petit problème de micro, donc je vais devoir prendre le relais. Cette Corvette est de 1961, on reconnaît facilement cette génération grâce aux deux feux ronds à l'arrière. Ce fut le dernier modèle de Corvette à offrir un mécanisme de toit ouvrant électrique en option. Sa cylindrée avait augmenté avec l'introduction du moteur de 5360 cm3 et suivant les options, elle pouvait atteindre 360 chevaux, ce qui était vraiment pas mal. Place maintenant à cette Bugatti Type 35. Alors ce n'est pas une vraie Type 35, c'est une réplique réalisée par un constructeur argentin qui s'appelle Pur Sang, qui a réussi l'exploit de proposer une réplique d'une incroyable beauté. L'idée étant de proposer de construire ce bolide avec les mêmes méthodes qu'à l'époque, en refabriquant toutes les pièces détachées. Même le 8 cylindres a été reconstruit par des ingénieurs mécaniciens et des maîtres carrossiers s'occupent du reste. Bref, plus qu'une réplique, c'est presque une réinterprétation personnelle de Jorge Anadon, le créateur de Pur Sang et de cette Bugatti Type 35. Et je vous invite également à chercher sur internet les répliques de l'Alfa Romeo 8C 2300 Monza fabriquée par Pur Sang. C'est une pure merveille. Merci infiniment. Alors découvrons maintenant les grands gagnants de cette catégorie post-classique. Et ben c'est cette magnifique Austin Inez. Alors on peut le dire maintenant, la voiture était très quelconque, mais alors quelle présentation. Bravo. Alors petit rappel sur les différentes catégories. Ça va des plus récentes aux plus anciennes. Nous avons eu les collectors des années 70-80. À l'instant, c'était les post-classiques des années 60. La dernière catégorie sera consacrée aux véhicules les plus anciens d'avant-guerre. Mais tout de suite, retrouvons la troisième catégorie dédiée aux véhicules d'après-guerre, grosso modo de 1947 aux années 60. Musique grandiose pour une voiture qui ne l'est pas moins. Nous sommes vraiment dans l'hypercar de l'époque. Une voiture exceptionnelle et très joliment présentée, ce qui ne dégage que rien. Vous avez sous les yeux ce que des générations de jeunes gens et peut-être de jeunes filles ont rêvé de, si ce n'est d'avoir, au moins de voir. C'est le top de la gamme de la marque à l'étoile, Mercedes-Benz. C'est la 300 SL. Je crois qu'on n'a pas fait mieux. On a essayé de l'imiter, mais c'est une voiture de course en habit de soirée. La voiture est née dans l'esprit des ingénieurs en 1952 à Stuttgart, sous l'impulsion de l'importateur américain Mercedes, qui était Max Hoffman, et qui voyait bien les succès aux 24 heures du Mans, sur tous les circuits du monde, sur la Carrera Panamericana, du modèle 300 SLR, qui était une voiture purement de course. Et il s'est dit, il y a un marché aux États-Unis pour une voiture civile basée sur cette extraordinaire mécanique. Et avec un dessin de M. Geiger, c'est pas un Italien, c'est pas un Français, c'est un Allemand qui a dessiné cette voiture, est née la 300 SL. D'abord sous forme de coupé, ce qu'on appelle le coupé papillon, c'est avec des portes qui se lèvent sur le côté, qui est arrivé en 55 et qui a duré jusqu'en 57. Et puis après, celle-ci, ce cabriolet, le Roadster Mercedes-Benz, 57 à 1963. 1800 exemplaires ont été construits. C'est le top du top. C'est la très grande classe. Les mots me manquent parce que c'est vraiment un plaisir de présenter ce type d'automobile ce soir à la Florio. Bravo, merci beaucoup de nous amener cette voiture. Dans le très haut de gamme des années 50 et 60, je crois que Mercedes n'avait qu'une seule rivale, si on écarte quelques italiennes bien connues, c'est Jaguar, la marque britannique. Et là, vous avez un bien beau modèle sous les yeux. C'est un coupé sport, c'est la XK 140. Il y a beaucoup de concours d'élégance, on a plaisir à vous revoir. Le modèle de sport XK est né en 1950, la XK 120 pour 120 miles à l'heure, ça fait 200 à l'heure à peu près, c'est la première voiture de série à atteindre cette vitesse-là. Ça a eu un succès prodigieux, aux États-Unis en particulier, et le premier à vouloir acheter une XK 120, qui ressemble étonnamment à celle-là, il y a très peu de différence, fut l'acteur américain Clark Gable, et qui en demanda 2 d'un coup, pour être sûr d'en avoir une sous la main qui marche bien. Et puis est arrivé en 54 le toutou, une bête de concours. Hein,
Donc ce sont des voitures extrêmement rapides, un moteur très raffiné, un 6 cylindres qui développe un petit peu moins de 200 chevaux, mais qui emmène la voiture au-delà de 200 à l'heure. Et puis elle sera suivie par la XK150, et tout ça se terminera par un modèle, on ne peut pas tout vous présenter ce soir, mais qui est très connu, qui sera la Type E de chez Jaguar, avec le même moteur. En tout cas, un bien beau dessin qui est dû au patron, William Lyons lui-même, et je me suis laissé dire, c'est-à-dire que je l'ai lu dans la bonne presse, c'est que William Lyons préférait en fait le coupé au cabriolet. Bon, chacun son goût, effectivement la voiture est bien dessinée. Merci infiniment pour cette belle de Coventry et votre magnifique présentation. Quoi de mieux qu'Edith Piaf pour accompagner ces dames qui nous présentent une immense classique de la production française, la fameuse Citroën Traction. Quel plaisir de voir une Traction dans cette jolie couleur. Merci mesdames. La voiture, ce type de modèle est apparu en 1934. André Citroën avait vraiment beaucoup innové avec une voiture qui était très innovante, vraiment. Carrosserie monocoque, frein hydraulique, suspension avant sur les 4 roues, indépendante sur les 4 roues, enfin vraiment. Bon, les débuts furent difficiles, on verra tout à l'heure une Citroën de ce type d'avant-guerre, mais après-guerre, cette voiture véhicula, bon ben, la bonne bourgeoisie, les notables de Paris et de province, et ça dura jusqu'en 1956 où la DS était arrivée un an avant, mais il y a eu une petite période de recouvrement, pas loin d'1 million de Citroën, qui à l'époque était considérable, de ce type, alors la 7, la 11, peu importe, la fameuse Traction, ont été construites en France à l'usine du Quai de Javel, dans le 15e arrondissement à Paris. Elle a été remplacée par un parc, donc l'envergure a fait suite à l'usine de Javel. Merci infiniment, mesdames, pour cette bien jolie présentation de votre Traction avant. C'est un type 11 légère de 1952 ou 3, peu importe l'année. Bravo. Alors, c'est une automobile un petit peu particulière. La marque est pas assez connue en France, c'est très dommage. C'est une Riley, ou Riley si vous voulez, fabriquée en Angleterre, donc. Une marque de voitures de sport et de voitures de luxe. Mais là, la voiture est née en 1952 ou 53. C'est une RM, un 4 cylindres de 1500 cm3. Et la voiture a été réinterprétée par le propriétaire précédent. Tout l'auvent, enfin la calandre jusqu'à l'auvent est d'origine, et puis après, c'est une interprétation beaucoup plus personnelle. Donc c'est devenu non plus, enfin ça n'est pas resté une berline, c'est devenu un cabriolet, 4 places, même 5 places. C'est une interprétation libre, et nos amis ont acheté cette voiture assez récemment, et ils l'ont dit, mais on la laisse comme ça. C'est son histoire, c'est sa vie, on le respecte. Et monsieur, probablement aidé de madame, s'est récemment installé, je crois, frontière Côte d'Armor, Ille-et-Vilaine, et il restaure des automobiles anciennes. Ben écoutez, je crois qu'on a besoin de professionnels comme vous, parce que si on veut, comme le dit le dicton, que les véhicules d'hier continuent à utiliser les routes de demain, on a besoin de gens comme vous. On a besoin de personnes qui en mécanique, qui en électricité, qui en sellerie, que sais-je, gardent et transmettent les compétences d'hier pour qu'on puisse les conserver. C'est très important, c'est du patrimoine et c'est de la culture. Et en France, on ne touche pas à la culture, c'est important. Merci beaucoup pour votre Riley 1953. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce normal? Allez, faut pousser. Si je me marie. Ah, vous pouvez vous lâcher parce que c'est la jeune famille qui nous présente une voiture surpuissante, extraordinaire automobile. On va en dire un mot. C'est une Mochet. Eh oui, ils sont 3, bravo. Alors, vous ne l'avez pas vu de face, mais c'est vraiment des roues de bicyclette. Et là-dessus, il y a une carrosserie très légère, d'ailleurs faite par un grand maître carrossier qui s'appelait Anthem, et qui a équipé ce genre de véhicule juste après-guerre. La voiture est de 53 ou 52, à une époque où s'offrir une 2 chevaux, une 4 chevaux, d'abord il fallait attendre 2-3 ans,
Et puis c'était quand même assez cher. Donc Charles Mochet, qui dès avant-guerre avait créé ce qu'on appelle le vélo-car, c'était un vélo avec 2 pédaliers, un seul volant quand même et 4 roues. Et monsieur et madame, ou messieurs ou mesdames se mettaient à pédaler. Il n'y avait pas de moteur du tout. Ça a eu beaucoup de succès dans les années 30 et pendant la guerre. Et puis après-guerre, quand même, ils ont décidé de mettre un moteur. Alors c'est un petit moteur 125 ou 175 cm3. Soit c'est du Zurcher, c'est le cas ici, soit c'est du Hydral. C'était des marques qui étaient des motoristes réputés. Et ça a permis à beaucoup de Français qui ne pouvaient pas se permettre autre chose qu'une moto de pouvoir avoir leur première automobile. Les Mochet ont duré jusqu'en 56-57, je crois, à une cadence qui n'était pas ridicule du tout. C'était fabriqué à Puteaux, en région parisienne. Moi, je trouve que c'est improbable comme auto. Et puis alors, vous êtes jeune, vous êtes l'avenir de notre mouvement, et ça se respecte, et ça s'encourage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bravo. L'effort était là, et c'est ça qu'on applaudit. Merci beaucoup. Peut-être qu'en descente, elle va accepter de redémarrer, oui. Non, toujours pas. Y aurait-il quelques hommes costauds pour aider notre Mochet? Étonnant. Alors nous accueillons une autre voiture de sport, Very British indeed. Il vient de Jersey, et je crois qu'on peut applaudir nos amis presque voisins. Alors c'est une MG, c'est probablement la plus grande marque de voitures de sport au monde, qui était anglaise dans les années 50, 60. Elles renaissent aujourd'hui, mais elles sont chinoises, et c'est des voitures qui n'ont pas grand-chose à voir avec celle-ci. MG, c'est Maurice Garage, les initiales. C'est né en 1925-26, c'est le concessionnaire à Oxford des voitures Maurice Garage, qui a trouvé que la gamme Maurice n'était pas très excitante, et il s'est dit, je vais essayer d'améliorer ça. Et il s'est mis sur des bases mécaniques Maurice à faire des voitures un peu plus sportives. Et le succès, le triomphe, je dirais, est venu, en fait, pendant la guerre. Il y avait des quantités de soldats américains, GIs et autres, stationnés en Angleterre, où ils ont découvert cette petite MG, minuscule, mais très performante. Et après-guerre, ils se sont mis à importer par cargo entier des centaines et des centaines de MG, dont ce type, qui doit dater de 54-55, c'est la TD, qui était précédée par la TC, qui elle-même suivait la TB, etc. Et la série a duré jusqu'à la TF. Après, il y a eu la MGA et la MGB, qui ont été des voitures fabriquées à grande échelle et qu'on trouve dans tous les pays du monde. Sympathique MGTD, c'était la voiture du colonel Clifton, si je ne m'abuse, pour ceux qui aiment la BD, la bande dessinée. Elle est dans un état absolument impeccable. Elle a un look d'avant-guerre, mais elle est d'après-guerre. C'est ça qui a fait son succès, un petit peu comme les Morgan. Ils n'ont changé le look avec la MGA en 58. Merci beaucoup de cette jolie présentation. Bravo. Vous voyez la différence de taille quand même entre une petite MG et cette énorme, immense Cadillac, s'il vous plaît, qui est une carrosserie magnifique. La voiture date de 1948. Madame est infiniment plus jeune, ça va de soi. Cadillac, c'est le sommet de la gamme des marques de General Motors. Le nom est en hommage au chevalier de Cadillac, qui avait fondé la ville de Détroit, où sont fabriquées encore la plupart des voitures américaines. On a gardé ce nom, qui est bien français, bien de chez nous. C'était un Gascon, je crois. Et Cadillac, donc, c'était le fleuron des différentes marques General Motors. Il y avait Chevrolet, il y avait Pontiac, Oldsmobile. Et au sommet, cette très belle voiture, dont la sedanette était un petit peu le sommet. Donc on est au top du top du top. Vous ne pouvez pas faire mieux. Très belle ligne, très originale. Un dessin qui comment dirais-je, annonce la disparition des ailes séparées du capot. C'est le début de la carrosserie ponton. Et puis on remarquera aussi la forme extrêmement particulière de l'aileron arrière, qui a été inspiré par les avions Lockheed, je ne sais plus combien, pendant la guerre. Voilà. Bien belle auto, c'est un plaisir là aussi de présenter une voiture extrêmement rare. Elle a à l'arrière une attache, parce que je sais qu'elle tracte souvent
une caravane qui est à peu près de la même année. Écoutez, revenez l'année prochaine avec la caravane. On fera un truc un petit peu plus long. Les Austinilais apprécieront d'ailleurs, donc tout se passera bien. Merci beaucoup. Et ça, c'est une chance inouïe que de pouvoir voir deux Sedanettes se suivre. C'est ce soir à la Florio. Alors la voiture est de 1949. Elle inaugure chez Buick, qui est sa marque, la transmission automatique Dynaflow. Et c'est le coupé super Sedanette de chez Buick, 1949. Très belle auto dans un état absolument impeccable. Bravo pour la présentation. Un petit détail stylistique que vous ne retrouverez que sur les Buick. C'est les trois petites aérations qui se transformeront plus tard avec trois petits tirets. Mais toutes les Buick, encore aujourd'hui, ont cette petite distinction stylistique. La Buick de nos jours n'est plus vendue en France, malheureusement. Les seuls marchés de cette marque du groupe General Motors, c'est États-Unis, Canada et la Chine, qui est de très loin le premier marché de Buick. Petite histoire, c'est que Buick, monsieur David Buick, qui a lancé sa marque en 1903, avant il était entrepreneur, il faisait du matériel sanitaire. Là aussi, on a un 8 cylindres en ligne. C'est souple, c'est onctueux, c'est somptueux. Et la voiture est magnifique. À votre image, chère madame. Et là aussi, le fume-cigarette aux dimensions d'époque. Bravo. Alors les amis, petite parenthèse pour vous dire que c'est la 7e édition de la Coupe Florio depuis sa reprise en 2011. Mais cet événement existe en fait depuis 1927. Et c'est le pilote Robert Lally qui remporta cette première édition sur une automobile Ariès 3L. Alors vous le savez, la Coupe Florio vous donne rendez-vous tous les 2 ans, mais exceptionnellement, la prochaine édition n'aura lieu que dans 3 ans. Mais c'est pour la bonne cause, hein. Cela permettra de fêter le centenaire de la Coupe Florio en 2027 et ça promet d'être un grand moment. Tout de suite, découvrons le gagnant de la catégorie après-guerre. The winner is Les Dents de la Mer. Cette Buick, magnifique Buick, 1949, coupé de luxe, Sedanette, avec cette transmission Dynaflow. Très très belle auto, très joliment présentée. Donc Pascaline Massiti est accompagnée de Benoît Pelé, qui est le représentant pour les Côtes d'Armor de la Fédération française des véhicules d'époque. Et le trophée que vous avez est donc en argent, argenté, et c'est le trophée de catégorie, mais vous êtes toujours en lice pour le Best of Show, cher ami. Écoutez, grand merci, merci Pascaline pour cette bien belle présentation Buick 1949. Magnifique Buick, hein. Même si on ne va pas se mentir, la Mercedes 300 SL était mon coup de cœur. Mais bon, le jury en a décidé autrement. Dernière catégorie de la soirée les amis, les voitures d'avant-guerre. Alors nous accueillons nos amis qui viennent de Jersey, il y a un fort contingent de Jersey aujourd'hui, formidable. Ils vont traverser la Manche avec des eaux calmes. Ils vous présentent une petite voiture, mais d'une grande marque britannique, Alvis, qui était fabriquée à Coventry, au cœur de l'Angleterre. Et là, vous avez un modèle de 1938, immédiatement avant la guerre. C'est le modèle 1270, 12 pour 12 chevaux fiscaux et 70 pour à peu près 70 miles à l'heure, c'est-à-dire 115 à l'heure. C'est un joli petit cabriolet. C'est pas surpuissant, mais c'est de la fine mécanique. Alvis faisait vraiment des voitures fiables, qui étaient très appréciées par beaucoup de gens qui avaient quand même quelques moyens. C'était pas des Austin à portée de bourse facile. Là, la carrosserie est intéressante puisque c'est un petit carrossier qui s'appelle Anderson qui a carrossé cette voiture alors que c'était des gens plutôt du style Crosson-Ellis, etc. Enfin, il y a pas mal de carrossiers en Angleterre qui s'occupaient des Alvis. Il faut savoir que ce genre de voiture, d'une certaine distinction, je dirais, était souvent livré à leur propriétaire ce qu'on appelle châssis nu. C'est-à-dire le châssis, le moteur quand même, le volant, et puis tous les systèmes mécaniques. Et on mettait une caisse à salon, et on partait de l'usine assis sur sa caisse, conduisant sa voiture, on l'amenait chez le carrossier. Et là, on pouvait
discuter avec le carrossier de la forme, de la couleur, de telle ou telle option, etc. Ce genre de choses a disparu après la guerre, puisque ça a été des constructions, ce qu'on appelle monocoques. Il n'y avait plus de châssis et c'est devenu une production industrielle. Là, nous sommes avant-guerre avec, à quelques exceptions près, comme Citroën par exemple, qui fabriquait déjà des monocoques, mais les Anglais étaient très conservateurs et jusque même dans les années 50, leur voiture était encore avec châssis comme celle-ci, ce qui permettait quelques audaces stylistiques. Enfin, très jolie petite voiture, 1270, Alvis, remarquez la mascotte qui est magnifique. Alvis avec comme mascotte un épervier. Soit il est en vol sur les modèles Speed, soit il est au décollage comme sur cette voiture. Bravo, merci pour votre présence. Alors nous avons vu tout à l'heure la version berline, mais là nous voyons la rare version cabriolet de la traction avant Citroën. Une bien belle automobile. Les versions cabriolet étaient beaucoup plus chères, beaucoup plus rares, et il y a aussi quelques coupés qui ont été faits. Merci, très joliment présenté. Donc il y a une 2 places, mais en fait il y a plus que ça, parce que si on ouvre ce qu'on pense être le coffre, c'est pas vraiment un coffre, c'est un siège complémentaire. Et vous avez ici, vous le voyez mal parce que c'est de mon côté, tout un circuit de repose-pied qui vous permet d'accéder à ce siège. Alors les Anglais appellent ça le dicky seat et les Français, avec leur finesse habituelle, appellent ça le siège de belle-mère. Voilà. Donc traction Citroën, donc fabriqué quai de Javel. Monsieur Citroën était d'origine hollandaise. C'est son père en fait, même son grand-père qui a émigré en France. Ils étaient diamantaires en Hollande puis à Anvers, et il s'est installé en France. Il a été très brillant dans ses études puisqu'il était polytechnicien, et il a fait fortune surtout pendant la Première Guerre mondiale avec cette idée révolutionnaire pour l'époque de l'engrenage à chevron. C'est devenu le symbole de Citroën. Après-guerre, il s'est décidé, parce qu'il fallait quand même nourrir ses ouvriers qui étaient très nombreux, l'usine de Javel, surtout que c'était des méthodes de production américaines, donc il fallait de la production. Et il s'est mis à l'automobile. Il a créé la type A, puis la type B, puis la type, etc. Et en 1934 est arrivée la traction. Malheureusement, ça a été sa perte, puisque la voiture était révolutionnaire, nous l'avons vu tout à l'heure, mais elle n'était pas tout à fait au point. Et 1 an et demi après, il s'est passé 2 événements. D'abord la mort de M. Citroën, et puis ensuite le rachat par Michelin. Et Michelin a permis à cette marque magnifique, très innovante, avec la traction, la 2 chevaux, la DS, la SM, que sais-je. Les étrangers respectent énormément le nom de Citroën dans les 5 continents. Il y a un pays où les Citroën sont en véritable adoration, c'est la Hollande, et on le comprend volontiers. Merci beaucoup pour votre jolie présentation, Cabriolet Citroën. Toujours en provenance de Jersey, vous avez sous les yeux une des spécialités anglaises des années 30, la voiture est de 35, c'est le Tourer, c'est-à-dire la voiture décapotable. Les Anglais, comme vous le savez, jouissent d'un temps, d'une météo magnifique, donc les voitures sont plus souvent décapotables, et elle est présentée par Madame, comme ça se faisait à l'époque. Bravo Madame, vous avez un boa somptueux. Donc c'est une marque très rare mais très célèbre, c'est AC, ça veut dire Auto Carriers. Elle s'est créée en 1901 et ils fabriquaient des petites voitures pour invalides ou pour des distributions de marchandises. Et puis ils se sont mis à faire des voitures de plus en plus haut de gamme, et là vous avez un très beau Tourer de 1935, c'est un 6 cylindres, ça développe quand même 80 chevaux, ce qui à l'époque était consistant. Une voiture qui est facilement à 100 à l'heure, 110 si on veut. Et la voiture a évolué avec, en début des années 50, une auto magnifique qui s'appelle la C-Ace et qui était tellement réussie qu'un certain Carroll Shelby, texan, a décidé de mettre un énorme V8 Ford sur les AC Ace, et c'est devenu la célèbre AC Cobra, qui est encore fabriquée par quelques artisans. Voilà une longue histoire de cette marque, très peu connue, mais tellement sympathique. Et là, vous avez un bien bel exemple. Remarquez aussi la mascotte, qui est un lévrier bondissant magnifique. Les roues sont ce qu'on appelle les roues fil, des roues Rudge.
faut mieux pas crever parce que c'est pas évident à dévisser, revisser, etc. Et l'intérieur est absolument à voir, c'est la finition à l'anglaise. Très très belle auto, merci beaucoup pour cette Riley 1935. C'est une 1670 si je ne m'abuse, 16 chevaux fiscaux, 70 chevaux réels, et oui, 110 à l'heure à peu près. Je pense que à Saint-Brieuc, surtout à Saint-Brieuc, tout le monde connaît la marque de cette automobile qui porte le nom d'un industriel, un homme remarquable d'ailleurs, qui avait une usine sur le port du Légué. Et il s'agit de monsieur Lucien Rosingart. C'est une Rosingart de 1933 ou 34. Très très belle auto. Lucien Rosingart est un homme absolument étonnant, un grand inventeur, un grand ingénieur, un homme d'affaires. Il avait tous les talents. Et à Saint-Brieuc et à Paris, il avait une usine où il faisait, c'était pas des voitures. À Saint-Brieuc, c'était de l'outillage mécanique pour des pièces d'éclairage, d'engins divers, dont les automobiles. Il s'est mis à faire des voitures en 1926 en prenant une licence chez Austin, la petite Austin 7. Et cette voiture est basée sur une mécanique britannique qui a été un petit peu revue et corrigée par Lucien Rosingart. Mais la voiture a été faite en région parisienne. Lucien Rosingart, on lui doit beaucoup de choses. On lui doit des brevets. Il a déposé 186 brevets. Alors c'est pas lui toujours l'inventeur unique, mais tout de même le pédalo. Bon. Et puis alors surtout ce que nos amis buralistes lui doivent dans la France entière, le baby-foot, merci, invention française de Lucien Rosingart. Lucien Rosingart a aussi un petit peu sauvé Peugeot dans les années 30, qui avait beaucoup de mal à obtenir des fonds de ses banquiers pour lancer un modèle qui s'appelait la 201, qui était tout à fait concurrente de celle-ci. Et il a beaucoup aidé la famille Peugeot à lancer cela. D'ailleurs, il a été longtemps directeur commercial Peugeot. Et puis, il a continué jusqu'après la guerre, mais là, le charme était un petit peu rompu. Il a terminé la fabrication d'automobiles en 55-56. Lucien Rosingart a construit une très belle villa au Rosaire, qu'on peut toujours admirer, qui est restée intacte et qui héberge le club nautique des Rosaires. La prochaine fois que vous passez par là, c'est la maison de monsieur Lucien Rosingart. Et puis, bien entendu, le carré Rosingart au Légué. Merci beaucoup, monsieur, de nous rappeler, de nous aider à nous rappeler tous ces souvenirs très briochins. Eh bien, nous sommes au cœur des années 30, ça se voit. C'est ce qu'on appelle une limousine, puisqu'il y a 3 classes de chaque côté et qui doit faire 4-5 places. Monsieur et madame en descendent. C'est une Citroën C4. C4F de 1931. Bravo. Superbe présentation. Vous pouvez les applaudir, c'est très recherché. Alors les Citroën de cette époque, c'était pas encore l'attraction, c'est 3 ou 4 ans avant, mais néanmoins, les méthodes de construction du quai de Javel étaient très modernes. En particulier, c'est une carrosserie tout acier. Alors que les voitures concurrentes avaient une armature en bois pour soutenir les portes et tous les côtés des voitures sur lesquels venait se greffer une peau de métal, d'acier ou d'aluminium. Alors que là, c'est vraiment tout acier et Citroën avait acheté un brevet à l'américain Budd qui lui a coûté d'ailleurs très cher mais qui permettait d'avoir des voitures beaucoup plus résistantes que les autres. Et elle démarre, c'est formidable. 4 cylindres, à peu près 1600 cm3, une grosse trentaine de chevaux, une boîte de vitesse non synchronisée. Bah, c'est l'époque de la prostitution. Elliot Ness & Co. Lumettes fumées de rigueur. Restons incognito. Une très belle Chevrolet. C'est un type Universal de 1930, donc on remonte vraiment le temps. Et Louis Chevrolet, qui a fondé sa marque en 1911, était non pas français, mais suisse. Il était né à la Chaux-de-Fonds et c'était un ingénieur et un pilote automobile. Et il a lancé la marque Chevrolet, qui a eu immédiatement beaucoup de succès et qui a attiré les appétits de ce fameux William Crapaud-Durand, dont on parlait tout à l'heure pour Buick.
et ils se sont associés. Inutile de vous dire que Chevrolet était moins habile négociateur en affaires que pilote, et la marque a été absorbée par Crapaud-Durand. En plus, les deux hommes ne s'entendaient pas sur le plan personnel, et l'anecdote, c'est que, elle vaut ce qu'elle vaut, Louis Chevrolet, vu par l'autre, était un peu négligé dans sa façon de s'habiller, puis il fumait la cigarette, alors qu'un homme de sa qualité, normalement, aurait dû fumer le cigare. C'est tout du moins ce que M. Crapaud-Durand lui reprochait. Ils se sont séparés, et malheureusement, Louis Chevrolet n'a pas eu la vie aisée qu'il aurait dû avoir avec la fabrication en immense quantité des voitures portant son nom, mais il n'a pas réussi à récupérer ce qu'il lui était dû. Néanmoins, Chevrolet a longtemps été la première marque du monde. Aujourd'hui, elle est comme Buick et comme d'autres, surtout basée sur le marché chinois. Ainsi va la vie. Merci beaucoup. Mais là, nous sommes vraiment aux États-Unis. 1930, c'est un bon 6 cylindres de 2,5 litres de cylindrée. Et c'est très souple, c'est puissant. Ça ne va pas forcément vite, mais ça a beaucoup de couple. C'était vraiment la caractéristique de ce type de voiture aux États-Unis. Alors, c'est une automobile absolument étonnante. C'est une Citroën, mais comme vous l'avez remarqué, elle a 6 roues. Et c'est un carrossier peu connu, mais qui était spécialisé là-dedans, M. Ploch, qui a fabriqué cette voiture sur la base d'une C6 Citroën, la 6 cylindres Citroën. Ces dames, si elles veulent descendre, c'est bienvenu. On voudrait les admirer, parce que je crois qu'elles sont en tenue d'époque. Elles le méritent. Alors cette superbe 6 roues qu'on a plaisir à voir, c'est vraiment une voiture extrêmement originale et rare. Chez Citroën, dans ces années-là, il y avait bien entendu cette technologie utilisée pour les fameuses croisières noires, croisières jaunes en Afrique et en Asie, et également les voitures qui avaient à l'arrière des chenilles, les fameuses Citroën Kégresse. En tout cas, c'est extrêmement intéressant de voir cette voiture. Je crois qu'un Allemand a essayé de l'acheter parce que ça lui rappelait les voitures pendant la guerre, les voitures allemandes, les command-cars qui avaient 6 roues, mais l'affaire ne s'est pas faite. Bref, elle a attiré chez vous, cher monsieur, et c'est une voiture qu'on a plaisir à voir et à commenter. Et puis je voudrais aussi que vous ne ménagiez pas vos applaudissements pour l'équipage dans son ensemble, mais aussi pour cette demoiselle qui a été pendant plus d'1 an la cheville ouvrière, la secrétaire de la Coupe Florio, et on vous doit beaucoup. Merci infiniment. Bravo à vous. Bravo. Alors c'est une voiture intéressante qui a une histoire particulière. D'abord, c'est une Citroën, c'est une Citroën 4 cylindres. Merci, vous êtes magnifiques. Ils sont partis pour l'opéra. C'est une B14 et qui a été carrossée en caddie, c'est-à-dire un arrière ponté. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le premier propriétaire, la première personne qui a acheté cette voiture était un académicien, un poète, M. Richepin, je crois, qui a offert cette voiture à son petit-fils, si je ne m'abuse, pour ses fiançailles. Hein, ça rapporte la littérature de temps en temps. Et la voiture était basée à l'île Tristan, en face de Douarnenez, et elle est restée là de très longues années. Ce qui fait que pour aller faire les courses, elle passait à marée basse, donc elle a traversé le Gué un certain nombre de fois. Et elle a été recarrossée à la fin des années 30. Elle est connue comme le loup blanc dans l'ouest de la France, puisqu'on la voit autour de Bretagne, on la voit partout. Mais c'est une voiture très spéciale, très attachante. Merci beaucoup pour cette Citroën B12 Caddy. Elle est de 1928, la voiture de M. Richepin. Très belle auto, c'est une Rosingar, la deuxième Rosingar de la soirée. Je crois qu'elle date de 1928. Là aussi, c'est une base Austin 7. Elle est dans son jus, elle est très sympa. Et est-ce que c'est une carrosserie? C'est pas une Veyman, non, c'est une carrosserie tout acier. L'intérieur est encore assez british, je dirais, avec des sièges en cuir. Il faut regarder ces voitures qui sont pleines de petits détails. Regardez-moi ça. Cette vitre avant, en moins 3 ou 4 parties, ça devait coûter très cher à fabriquer, mais bon, c'était comme ça. Le thermomètre, vous lisez la température de votre radiateur, c'est quand même pratique. Hein,
beaucoup moins sophistiqué qu'aujourd'hui. Les petites lanternes et puis le sigle L. Rosingart, Lucien Rosingart. Des roues qui ne sont pas très épaisses, mais c'était comme ça à l'époque. Et ce type de voiture qui a mis énormément d'anglais et de français sur les routes, qui leur a permis une bien plus grande mobilité. Et c'est ça, je crois, l'immense apport de l'automobile au cours du XXe siècle. Et notre travail à la Fédération, aussi bien française qu'internationale, c'est de faire perdurer ces témoignages, ces éléments de patrimoine technique, social, industriel, qu'il est essentiel, à mon avis, de passer aux générations futures. Je terminerai en disant que la Fédération internationale a signé en avril 2017 un accord important qui fait de la FIVA et donc de toutes les fédérations, de tous les clubs du monde, des partenaires de l'UNESCO. Je pense que c'est une victoire en un sens, que cet très important organisme, qui est, comme vous le savez, chargé de promouvoir les sciences, l'éducation et la culture, puisse avoir accepté notre petit monde en son sein. Ce sera ces quelques mots de conclusion pour cette dernière voiture qui se présente à vous. Et en tout cas, merci infiniment d'être venu pour cette très belle Rosingart. On va voir maintenant les résultats. Eh bien, c'était la dernière, mais ça n'était pas la moindre, puisque c'est la Citroën Caddy, conduite par madame, s'il vous plaît, qui reçoit le prix de sa catégorie, les avant-guerres. Le chapeau de forme, le froc, sensationnel, magnifique. Et le siège de belle-mère, ça va de soi. Mais là, on peut mettre qu'une seule belle-mère, parce que c'est très étroit à l'arrière. Donc, vainqueur des catégories avant-guerre, merci. On va remettre, j'espère que vous suivez parce qu'il se fait tard, le prix d'argent à la voiture qui était classée deuxième dans la catégorie où il y a eu une auto qui a gagné toutes catégories confondues. Et moi je suis très content que cette voiture qui est promue, si je peux dire, c'est cette somptueuse Mercedes 300 SL qui va recevoir donc le trophée d'argent des mains de Benoît Pelé et d'Harry Vatanen. Bravo à nos lauréats. Merci à Benoît Pelé, merci à Harry Vatanen d'avoir été accepté au jury. Bravo. Et alors la voiture, eh bien, si je suis correctement informé, c'est une voiture américaine, c'est un magnifique coupé gris métallisé. Ça a une face style Dents de la Mer, la Buick Sedanette, coupée de 1949 d'Inaflo. Et ben voilà les amis, décidément elle aura tout gagné ce soir, cette Buick Sedanette coupée qui remporte le Best of Show. Et c'est Harry Vatanen qui remet le prix à son propriétaire, Harry que nous retrouvons tout de suite au micro de Thierry. C'est aussi une bonne soirée. les voitures beaucoup plus populaires. Merci infiniment, bravo. Regarde autour de toi, tu vois comment les gens sont contents, tout le monde souriant, bonne ambiance. Et surtout, tu es entouré par les gens passionnés, c'est ma famille, c'est ta famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Eh bien super. On se voit demain alors. À demain. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Quel bonheur de vous écouter. Oh, votre faiblesse vous perdra. Alors, votre coup de cœur à vous, ça aurait été lequel? Là, c'est probablement ce qui est devant nous. C'est vrai? La petite mochette, je trouve ça adorable. C'est improbable. Moi, j'ai senti que vous aviez un petit peu vibré pour la Mercedes quand Ah, même. oui, bah, ça. Et les voitures anglaises toujours. Oui. Mais bon, c'est celle qui m'a le plus surpris et qui m'a fait vraiment plaisir. Et puis aussi, comme je l'ai dit, ce sont des jeunes. Et Ouais. si on n'a pas des jeunes dans notre mouvement, bah, il va s'éteindre. Bien sûr que la Mercedes est somptueuse,
les Anglaises, il y avait tout, il y avait un bon plateau. C'est sûr. très bien. J'avais envie de dire fidèle au poste en fait à la Coupe On Florio. essaye, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous avez passé une bonne soirée? Mais ça s'est bien passé, il a fait beau, enfin il n'a pas plu. Non. Et je pense qu'on aurait signé volontiers cet après-midi si on avait su ça. En tout cas, c'était un bonheur de vous écouter ce soir. Écoutez, encore. c'est gentil. Bon, il y a du monde, ce qui est bien pour la promotion du mouvement. Je pense que les Exactement. gens sont contents de découvrir ces voitures. On a un peu oublié, mais il faut se rafraîchir la mémoire. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup Patrick Je vous en prie. et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà les amis, fin de ce concours d'élégance. Thierry, c'était vraiment une belle soirée. Ouais, c'était vraiment fou. Mention spéciale à Patrick Rollet, véritable encyclopédie vivante de l'automobile. Et puis t'as vu, la Mercedes finalement gagné quelque chose, on est rassurés. Ouais, c'est vrai. Et t'as vu, on avait un peu l'impression d'animer le concours de l'Eurovision. C'est vrai, c'était marrant à refaire un petit moment comme ça. Bah ouais, carrément. C'est quoi le programme de demain? Alors, grosse journée demain, on va suivre encore Arrivatanen, puisqu'il est là les 3 jours. Manu Guigou, qu'on a déjà vu sur la chaîne dans une de nos vidéos, devrait être présent. Et puis encore plein de choses. Il y a une vente aux enchères qui aura lieu demain. Ok. Donc, et puis voilà, je suis Arrivatanen toute la journée de toute façon. Donc voilà. Bah à demain alors. Ouais, à demain Pierre. Bonne soirée. Bonne aussi. soirée à tous. Finale qui aura lieu sur le circuit de Montlhéry au mois d'octobre. Et cette finale, ce sera les prix d'excellence. Bravo. Bienvenue les amis à la deuxième journée de la Coupe Florio. Alors une deuxième journée qui a commencé par 2 balades, la première à Pléneuf-Valandré et l'autre de Binic. C'est toujours un moment sympa de croiser d'une part pour les conducteurs le public sur le bord des routes et c'est aussi un moment sympa pour le spectateur de croiser tous ces bolides sur la route ou en ville. Alors la deuxième journée va être chargée car après la balade, les propriétaires vont exposer leurs véhicules, une vente aux enchères aura lieu. On a eu le privilège de filmer quelques voitures hier soir qui seront proposées à la vente cet après-midi. Arrivatanen sera bien évidemment présent à la rencontre des passionnés, tout comme Manu Guigou, pilote alpine, que l'on retrouve tout de suite au micro de Thierry. Manu Guigou, bonjour. Bonjour. Alors, tu es là, évidemment, à Saint-Brieuc aujourd'hui, à la Coupe Florio. Quelque part, tu es dans ton rôle d'ambassadeur d'Alpine, quoi. Exactement, je suis venu déjà pour la première fois donc, il y a 2 ans, Ouais, donc avec le centre alpine de Rennes. d'accord. Et c'était c'est une très belle manifestation et c'est vrai que Jean-Eudes m'ayant contacté par l'intermédiaire d'Alpine pour revenir à nouveau, franchement j'ai pas du tout hésité, j'étais libre au niveau de mon emploi du temps. Et quand je vois aujourd'hui le nombre de voitures qu'il y a, le nombre de voitures pour la course de côte qui va se dérouler demain et le défilé d'élégance qu'il y a eu hier soir, franchement c'est vraiment une très belle C'est très beau, manifestation. Ouais. Il y a des autos vraiment magnifiques. Toutes les marques sont représentées, des anciennes, c'est des américaines, des françaises, européennes. On voit passer une Corvette, une 2 chevaux, Bien sûr. une Alpine. Enfin, vraiment, c'est vraiment une réunion de tous les passionnés d'automobile. Demain, tu fais des baptêmes alors. Demain, je fais des baptêmes avec une Alpine Avec à des 110. chanceux. Avec des chanceux, c'est ça, mais peut-être que tu pourras monter. J'espère, je croise les verra, doigts. Voilà. Mais oui, demain, bon, ça va glisser parce que c'est une course de côte qui se passe, qui arrive en ville. C'est ça, Donc, qui part du port et qui arrive Qui en part ville. du port et qui arrive en ville, donc assez large et vraiment sympa. Alors, en tout cas, significative pour une course de côte, et, puisque c'est une des premières courses de côte qu'il y a eu. Et c'est Bientôt vrai que- centenaire, c'est vrai. Voilà, et on a la chance de pouvoir la faire en ville. Et ça, c'est une vraie. Souvent, les courses de côte sont en campagne, à droite ou à gauche. Ouais. Là, pouvoir mêler la proximité avec le monde citadin, je trouve ça très bien. On est juste derrière le tribunal, donc franchement, je trouve ça vraiment sympa. D'un point de vue personnel, alors qu'est-ce qui se passe par rapport à la course, par rapport à tout ça? Alors, Où tu en es? Au niveau de la course, j'ai fait une course dernièrement avec une 1800 Groupe 4, une Alpine 1800 Groupe 4, Ouais. qui m'a bien étonné, une Alpine. Qui m'a bien étonné parce que je pensais pas que ce soit aussi agile et aussi performant. Ça fait D'accord. 180 chevaux et j'ai trouvé pour une voiture qui date de 71, donc il y a quand même Ouais. un certain âge, plus de Bien 50 ans.
J'ai vraiment été surpris par l'agilité. On me le disait, mais là, je l'ai bien vu. Et puis, dans le moderne, j'ai rien de prévu pour le moment. Peut-être, je sais que l'année prochaine, une A290 va voir le jour en électrique. Ouais. Et, Nouveau défi, ça aussi. Nouveau défi, oui, tout à fait. Mais avec l'Alpine A110 RGT, pour le moment, j'ai rien de prévu. C'est une histoire d'amour avec Alpine. Alors, j'ai eu la chance de développer le modèle RGT en 2019 pour l'engager en 2020 et être champion de France avec cette auto-là. Donc, c'est déjà c'est vraiment le renouveau de la marque Alpine après 50 ans. Je trouve que c'est d'avoir participé au renouveau de la voiture en compétition en rallye. Je trouve ça formidable. Pouvoir gagner un titre de champion de France, je trouve ça formidable. J'ai gagné la première course aussi au niveau international. C'était en Slovénie, une manche européenne. Donc voilà, donc on a fait les premiers temps scratch devant les 4 roues motrices au rallye du Mont Blanc il y a quelques années. Donc c'est une auto qui est vraiment fantastique déjà au quotidien, puisque je roule avec une au quotidien, et surtout pouvoir l'engager en course et gagner en course. Je pense que la boucle est bouclée, en tout cas pour la compétition routière qu'est le rallye. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Que ça dure encore longtemps peut-être, de pouvoir continuer à développer et à rouler en compétition. Et puis d'être toujours aussi passionné et d'être dans le vivier de l'automobile et du sport automobile. Voilà les amis, Manu Guigou qui va rejoindre Harry Vatanen pour une longue série de dédicaces. Ouais, c'est vrai qu'Harry est toujours disponible pour le public, il a toujours un bon mot pour tout le monde. Je pense que BMW ne pouvait pas trouver meilleur ambassadeur de marque. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais c'est vrai que les gens l'aiment beaucoup. C'est vrai aussi qu'il a apporté énormément de bonheur au public lors de sa carrière. C'est vrai. Alors on l'a dit, Harry Vatanen représente BMW ici à la Coupe Florio. Et Thierry, tu es allé à la rencontre d'un autre Thierry Carvonneau, vendeur véhicule occasion chez BMW Saint-Brieuc. Ah bah oui, puis lui il est connu comme le loup blanc dans la région. Ouais, c'est vrai, ouais. Allez, on l'écoute. Thierry, bonjour. Alors Thierry, tu es vendeur chez BMW depuis 1900... Alors, depuis 15 ans chez BMW. Voilà, c'est ça. 40 ans que je vends des voitures, voilà. Donc 15 ans chez BMW. Mais tu as la particularité d'être un vendeur passionné. Oui. Qui fait de la course. Je cours depuis 1986. Évidemment BMW. Sur une M3 depuis 15 ans. Une M3 E30. E30. Précise. Et donc j'imagine que de voir Harry Vatanen qui est juste ici, ça a du sens. Ça a du sens. En plus, j'ai de la chance, c'est moi qui vais le ramener, je pense. On va encore pouvoir discuter d'automobile, bien sûr. C'est toujours sympa d'entendre des anecdotes d'un pilote aussi légendaire. Ouais. Et puis, il roule quand même toujours bien. Il a toujours un coup de volant sympa. Il est passionné par la marque BMW également. Il est comme moi. Donc demain, on va pouvoir se faire plaisir. Il faut expliquer que vous faites des baptêmes demain. Alors demain, Harry va faire des baptêmes pour les VIP. Alors moi, j'ai quelques baptêmes aussi de prévus. J'ai la chance, ils m'ont en plus installé une caméra, donc vous aurez un direct de la M3, de l'intérieur, de toute la montée. Ça sera sur écran géant, donc vous allez pouvoir voir ce que ça donne de l'intérieur. Je peux vous assurer que ça va très vite, même si demain ils annoncent un petit peu de pluie, mais pour le spectacle, ça sera très bien. Et puis on va être raisonnable, on va faire le spectacle. Hâte de voir ça alors Thierry, merci encore. Merci. Alors on l'a dit, beaucoup de dédicaces de la part d'Harry pour tous ses fans, mais il a aussi signé des tableaux de bord de voitures. Ouais, dans la BM de François, un jeune passionné qu'on retrouve tout de suite sur mon micro. Salut François. Salut. Alors tu es propriétaire de cette magnifique BM E21. Ouais. C'est une 320 je crois. 320 6 cylindres, c'est ça, un carburateur. T'as le beau moteur. Voilà. Donc là il y a Harry Vatanen qui t'a signé ta voiture. Exactement, il vient de signer ma boîte à gants. Tu le connaissais? Oui. Tu connais bien Harry? Oui, Harry, oui, je le connais bien, je suis un grand fan depuis longtemps, donc voilà. Combien tu penses que ta voiture a pris de valeur? Je sais pas, mais ouais, je sais pas. Je compte la garder longtemps en tout cas. J'aime beaucoup ma voiture, donc c'est voilà. Ça fait des beaux souvenirs. C'est ça, une grande histoire qui a commencé depuis quelques mois, donc voilà. Félicitations alors. Merci beaucoup. Merci François. Merci. À bientôt. Alors vous le voyez, les dédicaces se poursuivent à un rythme pour le moins effréné, on va dire. Mais Thierry, tu as quand même réussi tout à l'heure à parler avec nos deux champions du jour et les questionner sur leur carrière respective. Tout à fait, oui. On regarde ça? Harry,
Là, on est avec Manu Guigou, qui est un super pilote. Tu le suis un peu? Tu sais ce qu'il fait un petit peu? Oui, mais plus maintenant, parce qu'il ne court plus. C'était un peu déçu, je pense qu'il court tout le temps parce qu'il était toujours en tête de championnat en France. Et avec mon fils Max, on a fait même séance d'essai. Manu a donné un coup de main à Max. Et même, je crois que ça m'arrivait d'être même à côté de Manu dans la voiture aussi. Alors il a joué dans la carrière de Max et il a toujours lui-même été quelqu'un très pro dans son approche. Oui, et maintenant, il fait les promotions, mais tant mieux, c'est bien mérité. Et toi Manu, il représente quoi Harry pour toi? Harry, moi j'étais au comme 3 pommes. Il a commencé, il m'a dit qu'il avait commencé en 71 et je suis né en 71. Ouais. Donc il y a un petit écart, mais moi, Harry Vatanen, ça m'a toujours fait rêver. C'est quelqu'un qui aurait pu te donner l'envie du pilotage? Ah oui, ça fait partie des gens qui m'ont donné l'envie du pilotage. Champion du monde, enfin, tu veux dire une carrière exceptionnelle avec différentes marques. Il a gagné en rallye, il a gagné champion du monde, il a gagné en rallye raid sur différentes marques et la carrière a été très longue. Ouais. Donc c'est rare les pilotes qui ont des carrières aussi longues que ça et qui gagnent longtemps. Donc ça c'est... Au père longtemps aussi. Mais oui, c'est un nom du sport automobile. Merci à vous deux. Et puis une grande gentillesse. J'ai vu ça. Très abordable. C'est ce qu'on a vu. Merci Manu. Voilà les amis, ainsi s'achève cette deuxième journée de la Coupe Florio. Je peux vous assurer que j'ai vu pas mal d'étoiles dans les yeux de tous ceux qui ont eu la chance de rencontrer Harry Vatanen. À signaler que l'Aston Martin DB6 a été adjugée 270 000 € par Tugdual Morel, commissaire-priseur à Saint-Brieuc. Une très belle vente. Et puis quant à nous les amis, on se retrouve demain pour le 3e et dernier jour de cette Coupe Florio 2024 et ce sera la course. Nous y sommes les amis, c'est le 3e jour de la Coupe Florio, le grand moment de la course. Nous allons retrouver bien évidemment Harry Vatanen, mais aussi Anne-Chantal Pauwels, Manu Guigou et Bruno Van de Stick, célèbre speaker des 24 heures du Mans. Ça va être du lourd. Les aléas de la monoplace. Ouais, bah ouais. Mais vous êtes équipés, c'est bien. Bah on essaye, on connaît la Bretagne quand même. Le drapeau. Hein. Quel est cet engin incroyable? Alors, c'est une Formule Renault des années 80, 83 exactement. C'est à l'époque où Renault avait sorti une turbo, donc c'était la formule promotion de chez Renault. Donc moteur de R18 turbo. Prêt pour la course? Oui, bien sûr. Bon, le but c'est pas forcément de forcer beaucoup quoi. Surtout pas. Ça glisse beaucoup j'imagine là. Oui, bon bah bon courage alors. Avec le porte-à-faux d'ailleurs. Elle est magnifique. Hein. Merci. Bravo. Prêt pour la course? Oui, on est prêt là, mais ça va glisser. Ouais, magnifique voiture. Hein. Elle est très très belle dans cette couleur. Magnifique. Ouais, c'est vrai qu'en bleu ça ressort bien. En bleu de France, c'est joli. Bien sûr. Ah, bon ouais. bah bonne course. Hein. Le but c'est pas de forcer j'imagine. Surtout non, pas là. On va pas faire l'andouille. C'est juste une fête amicale, on va dire, une petite démonstration. Et puis surtout régaler les gens, j'ai l'impression. Complètement, mais c'est ça. Qui sont au rendez-vous malgré la pluie et tout ça. Complètement, ouais. C'est une belle fête ici à Saint-Brieuc. Belle montée alors. Okay. Merci encore. Bonne journée. Ça, c'est une belle voiture. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une super voiture. Ok, super. Ça va être un peu glissant. Bonne course. Ouais, on va y aller. Doucement. Ta voiture est somptueuse. C'est même pas qu'elle est jolie, c'est qu'elle est somptueuse. Je remercie. Merci à toi. Salut Manu. Alors t'as commencé les baptêmes? On a commencé ce matin sur une espèce de gras mouillé et donc là on va rouler sous la pluie. On a encore une petite 2 heures de pluie mais on se régale parce que l'Alpine est légère donc ça glisse. On enlève, ça glissouille un peu. Ah, ça glissouille un peu. Les gens doivent aimer. Les gens aiment mais surtout c'est un peu large donc on peut se faire plaisir. On a un ou deux ronds-points, non c'est vraiment super. Et je suis très étonné, bon c'est vrai qu'on est en Bretagne donc les gens sont habitués à la pluie, moi qui suis du sud, mais il y a quand même pas mal de spectateurs. Ouais. Et il y a une super ambiance, enfin, franchement c'est un bel événement.
Juste une parenthèse avant de te poser une question sur l'Alpine, mais tu disais hier que tu avais ramené le soleil, tu aurais pu le ramener pour 2 jours, t'es un peu un radin. Mais bon. C'est pas faux, mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse ce temps-là. Mais bon, en même temps. Un mot sur cette voiture, sur l'Alpine. Alors, un mot sur l'Alpine. Alors, surtout qui est extraordinaire parce que la voiture est légère et surtout dans des conditions où il pleut. Franchement, c'est vraiment super agréable à piloter. Elle est facile, moteur central, donc c'est bien équilibré. Et ça, c'est vraiment un jouet. Moi, je m'éclate. Hein. Et quand c'est des conditions comme ça, je déconnecte, je fais mes petites lisses. Les clients à côté qui sont en passager, en baptême, se régalent. Non, c'est vraiment. Quelqu'un qui hésite à l'acheter. Oui. Quel critère tu pourrais lui donner pour qu'il passe à l'acte parce que. Quelqu'un qui hésite à l'acheter, avant tout, il faut qu'il vienne l'essayer. Parce que l'essayer, c'est l'acheter. D'accord. Voilà, c'est simple. Celui qui va se mettre au volant, qui connaît d'autres sportives dans d'autres marques, que ce soit allemande, que ce soit américaine ou autre, quand il va se mettre au volant de l'Alpine, c'est un autre univers de par l'emplacement du moteur et de par le poids, qui est une voiture très légère, très facile, très maniable et qui fait quand même 300 chevaux. C'est pas rien. Donc c'est pas rien. Donc je connais pas quelqu'un qui l'ait pas essayé, qui n'en ait pas acheté. Et en plus c'est une très très belle voiture, on l'oublie trop souvent mais c'est une très très belle toujours voiture. Subjectif, mais oui effectivement je trouve que le néo-rétro de cette auto là est vraiment super. Et puis je pense que la gamme va bientôt être complétée avec l'A290 en plus. Donc hâte de voir ça. Ouais. Voilà, et moi je suis assez fan de la forme qu'elle a, la 290. Ah ouais, je suis comme toi. Je l'ai pilotée il y a quelques... tu l'as essayé déjà alors? Il y a quelques... c'est génial. Franchement c'est génial parce que tu peux tout Déjà mon premier critère à moi en tant que pilote, c'est de pouvoir savoir si on peut tout déconnecter. Et on peut tout déconnecter. Puis la voiture est relativement légère parce que les batteries sont très basses. On peut glisser. Il y a les mêmes freins que la 110. Donc ça freine très fort. Et moi je me suis amusé. En plus on a un petit bouton qui s'appelle Overtake au volant qui donne un regain de puissance pendant 10 secondes. C'est une sorte de boost en fait. Une sorte de boost pendant 10 secondes et ça c'est génial. D'accord. C'est vraiment génial. Eh ben hâte de te voir au volant de ça alors, de la découvrir. Voilà. Merci Manu, bon baptême alors. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Les amis, vous le voyez, le temps n'est pas de la partie aujourd'hui, mais peu importe, l'ambiance est là, le public est là. Et juste avant de retrouver Anne-Chantal Pauwels, nous avons demandé à un ami, Ludovic Simon, pilote et instructeur, de nous envoyer une vidéo de son fils, Gaspard, jeune pilote prodige en GT4. L'occasion pour Gaspard, jeune pilote, de poser une question à un pilote expérimenté comme Harry Vatanen. Écoutons tout de suite la question de Gaspard et bien sûr la réponse d'Harry. Regardez ça. Bonjour Monsieur Vatanen, je suis Gaspard Simon, j'ai 18 ans et je suis pilote actuellement en GT4 France et Alpine Elf Cup Series dans l'équipe Schumacher CRLRT Racing Team et j'avais une question à vous poser. Quel regard portez-vous sur le monde du sport automobile moderne et plus particulièrement sur le monde du WRC? Merci d'avance et au plaisir. Oui, salut Gaspard, c'est Harry. D'abord, tu as bien fait pour commencer le sport mécanique, très bien. C'est une fin en soi. Chaque virage, chaque freinage, chaque accélération, c'est une fin en soi. Ta question, quel regard? L'homme va toujours besoin de divertissement dans la vie, dans la forme de sport mécanique, dans la forme de l'art, dans la littérature. Il a toujours besoin de... Alors, sport mécanique va continuer. Il va trouver peut-être les formes un peu différentes, c'est-à-dire on va se moderniser tout le temps. Je ne crois pas que ce soit peut-être une partie peut être électrifiée, mais pour moi c'est politiquement peut-être correct, mais la voiture thermique n'est pas dit son dernier mot. En ce qui concerne un championnat de rallye, oui, tu as raison, il n'y a pas assez de concurrents, il n'y a que quelques concurrents, il n'y a pas assez de voitures, c'est vrai, pas assez de marques. Parce que quand tu commences à rallye, tu ne devrais pas savoir qui va gagner. Ça devrait être un suspense jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus de voitures, plus de concurrents. Le problème, parce que simplement les frais, les prix de faire le WRC, c'est très très cher. C'est-à-dire peut-être on a besoin de partir en arrière un peu, avoir des voitures un peu moins chères, peut-être moins sophistiquées, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne cherche pas les voitures les plus sophistiquées.
c'est-à-dire il y a plus de monde en accès, les voitures, et tu as un plateau est beaucoup plus large, il y a plus de compétition. C'est-à-dire, pour résumer, oui, ça va continuer, ne t'inquiète pas, il y a une place pour toi aussi. Pour te encourager, Gaspard, tu sais, ta vie, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, n'oublie pas, c'est bon dimanche, carpe diem. C'est-à-dire, chaque virage, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une fin en soi. Ta vie ne commence pas quand tu es devenu champion du monde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de champions. Ta vie, c'est aujourd'hui. Dans le sport mécanique, tu as beaucoup d'échecs, tu as beaucoup de rebondissements, et tu as très souvent des déceptions. Mais il faut que tu vois les déceptions comme enrichissement de ta vie. Tu mènes une vie intense, tu es toi-même en milieu de tempête, tu n'es pas un spectateur dans ta vie. C'est ça qui compte. Tu es actif et tu prends les taureaux par les horns, c'est ça qui compte dans la vie. Si tu gagnes quelque chose, c'est un petit plus, mais le vrai objet, c'est simplement participer et mouiller la chemise. Tu es avec une magnifique BMW M4. La piste est un peu mouillée ce matin, il fait vraiment pas beau aujourd'hui en Bretagne. Comment ça s'est passé ce matin? Non, c'est promis à ma femme de ne pas faire des bêtises. Et c'est vrai, la voiture a 530 chevaux, c'est très poussant. Et le revêtement comme ça, avec les pneus larges, alors il peut aquaplaner facilement. Alors ce n'est pas enlever les aides électroniques, anti-patinage reste en place. Et c'est vraiment, il ne faut pas les enlever. C'est un casque de sécurité. Et c'est comme ça, ça roule comme sur SNCF, sur les rails. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la voiture? Cette voiture, vraiment, c'est une performance est vraiment fantastique. Si tu respectes le code de la route, tu as une masse de sécurité vraiment énorme. Parce que la puissance, l'accélération, et tenue de la route et le freinage avec le disque céramique, c'est vraiment fantastique. C'est plus qu'un bijou, c'est quelque chose. Une voiture comme ça, M4, tu arrives à bout de tes rêves. Oui. De nous accompagner, on verra bien. Ça se fait notre actualité. Anne-Chantal, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue ici, à la Coupe Florio. Merci. Donc c'est les baptêmes, tu es là pour des baptêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des baptêmes. Avec quelle voiture? Alors moi, je dispose avec beaucoup de chance d'une Audi RS6. C'est vachement sympa et c'est 4 roues motrices. Du coup, j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui, il pleut. Ouais. Donc mes petits camarades sont moins bien lotis que moi. T'as commencé les baptêmes déjà? Oui, on a fait 3-4 montées déjà ce matin. Ouais. Alors, comme j'ai la plus habitable, on me met 3 ou 4 personnes à bord. Ah oui, bien sûr. Je prends du poids, mais c'est pas grave, c'est très amusant. Le parcours est très sélectif, très rapide, très amusant et avec un revêtement qui n'est pas constant du tout. Donc c'est très piégeux. D'accord. Je connais plein de gens qui te connaissent, qui m'ont parlé de toi depuis longtemps d'ailleurs. Bien, j'espère. Mais tu sais, ce qui revient souvent, c'est elle est imprévisible. On ne sait pas ce qui peut arriver avec elle. Est-ce que tu te retrouves là-dedans dans cette description ou pas du tout? Je sais pas, c'est peut-être un ressenti généralisé. Non, j'en sais rien. Ouais. Je trouve qu'il faut croquer la vie à pleines dents parce que c'est drôle. Chaque jour est une bénédiction pour moi. Donc, bien sûr. On fait ce qu'on aime, on a énormément de chance, on est en pleine forme. Enfin, tout va bien, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'événement ici? Parce que c'est en pleine ville, c'est pas banal. C'est incroyable. C'est incroyable. Je découvre parce que je connaissais pas du tout le concept. D'accord. Et ça se prend pas la tête, c'est vachement sympa. Il y a un très très beau plateau de voitures. Le parcours est génial, on est en ville, il y a un monde fou partout, c'est topissime. D'accord. Et la présence d'Harry alors? Ah bah c'est un plus parce que Harry c'est une légende vivante du sport automobile. Moi c'est un bon ami, on se côtoie sur pas mal d'événements, les tours auto, etc. Donc on se marre, on est très complices. Et non, je trouve qu'il a un charisme incroyable, il a un mot gentil pour tout le monde. C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil, de très disponible, il s'arrête pour les enfants, il signe des autographes, il fait des bisous, enfin il est top. Ouais. Tout à l'heure, j'ai vu monsieur le maire était là. Ouais. Hier soir, il était à côté de moi au dîner. Je suis tellement bien accueilli ici que je crois que je me présentais sur la liste électorale contre Louis maintenant. Excellent.
Bonjour Bruno. Bonjour. Alors c'est comme commenter les 24 heures du Mans ici. Ouais, on peut dire ça. Le but, il est de toute façon de partager cette passion automobile. Moi, je trouve ça génial en fait d'être là dans Saint-Brieuc, les bateaux, la mer, et l'histoire aussi, 1927, Le Mans est né en 1923, donc on a quand même que globalement 4 années d'écart. Mais ce qui est bien, c'est de voir que le public apprécie toujours autant cette proximité avec ses voitures. Pour certaines, soit il y en a eu dans la famille, et donc je trouve qu'il y a toujours ce lien émotionnel. Ah, on se rappelle qu'il y a eu ça. Pour d'autres, même s'il n'y a pas eu ce genre de voiture dans la famille, c'est quand même le genre de voiture qu'on aimait lire dans les magazines, voir sur des spéciales de rallye, voir sur des circuits, Le Mans mais pas que. Et un rendez-vous comme la Coupe Florio, c'est justement ça, c'est permettre de retrouver ces émotions passées dans le temps présent et de passer un bon moment tout simplement. Et je dis que les organisateurs ont du mérite parce que c'est bien de le faire. Il y a des bénévoles, il y a des chefs d'entreprise, il y a des passionnés qui savent que venir à Saint-Brieuc, c'est venir aussi sur une terre d'histoire. Et tout ce petit monde-là se retrouve en parfaite osmose. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Alors justement, quelles sont les voitures dans votre historique familial? Vos parents ou vos grands-parents, par exemple? Alors moi, je vous avoue, je ne suis pas issu d'une famille avec des voitures extraordinaires. Oui, en fait, il n'y a pas réellement eu de grande passion automobile dans ma famille. Je veux dire, je suis le premier, mais quelque part pas loin. Ça vous vient d'où alors? Limite, parfois, je serais presque tenté de dire d'une sorte de frustration enfant de ne pas aller plus aux 24 heures, en fait. Hein. D'accord. Moi, les premiers souvenirs que j'en ai... alors, je sais que ça peut paraître étrange. À 3 ans, en théorie, on ne mémorise pas. Mais moi, je me souviens très bien voir passer ces voitures bleues extraordinaires de forme, de couleur et de bruit qui n'étaient pas les Matra, mais qui étaient les 2 Porsche 917 Gulf de 1971. Et en 71, j'ai 3 ans. Mais et je sais que je ne confonds pas avec les Matra. C'est une image qui est fixée absolument. dans votre mémoire. Elles étaient grosses en fait à l'époque. Alors là, c'est l'enfant qui reparle. Je ne sais pas ce que c'est qu'une Porsche à 3 ans. Hein, mais je vois ces 2 voitures qui sont volumineuses, qui ont un son extraordinaire avec ce 12 cylindres à plat qui était le moteur des Porsche 917. Après, les autres souvenirs que j'ai, c'est Henri Pescarolo, qui était barbu comme mon père. Donc là, c'était facile, quelque part, de le photo-mémoriser. Et encore après, le premier vrai souvenir de spectateur que j'ai, c'est en 76, au Mans, avec la Porsche 936. Mais je reconnais qu'à l'époque, petit, hein, j'ai à ce moment-là 8 ans, je sais qu'on s'ennuyait un petit peu, parce qu'il y avait eu quand même pas mal d'abandon. Et la Porsche 936 qui était en tête, qui va gagner, était très très en avance. Et il n'y avait pas énormément de bagarres. Oui, absolument. Mais ça n'empêche que c'est les souvenirs que j'en ai. Et j'aurais voulu aller plus souvent en 24 heures, mais c'était pas un truc qui était vraiment dans la famille, aussi étrange que ça puisse paraître. Ouais, je comprends. Donc en fait, le passé de la famille, il est très simple. Hein. Il est en Peugeot 404. Il est en Renault 16 pour les voitures qui franchement m'ont marqué dans l'enfance, mais pas plus que ça. Voilà. Bon après, pour perso, la voiture la plus élaborée que j'ai eue, c'était une Nissan 350Z, mais celle qui m'avait énormément plu, c'était la Clio Williams. Moi, j'avais adoré la Clio Williams, qui avait tout pour elle. Ses jantes dorées étaient extraordinaires. Son moteur, je crois que c'était un 150 chevaux, qui était génial. Voilà, c'est des voitures c'est une voiture qui m'avait beaucoup marqué, la Clio Williams. Ouais, je ne suis pas dans le très haut de gamme, hein, pas dans la démesure. Et si aujourd'hui j'avais à en prendre une, j'avoue que j'hésiterais entre les derniers modèles de Corvette m'avaient beaucoup plu. Je suis très Ford GT aussi, parce que la GT40 est une voiture absolument subliminale, je trouve. Et je trouve aussi que la dernière génération de BMW avec la dernière calandre est géniale. Et puis aussi une autre voiture qui me plaît, vous voyez par exemple une A110 GT. Je trouve que la France a fait une très 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 belle voiture avec le revival d'Alpine. Et rien que ça, c'est une voiture que j'en ai pas, mais je reconnais que j'adorerais en avoir une. Voilà. Un dernier mot sur la situation géographique de cette Coupe Florio, c'est incroyable en pleine ville comme ça. Ouais, c'est incroyable en pleine ville. Il n'y a pas que l'aspect ville, il y a le côté portuaire.
je le dis ça en regardant limite le port, moi j'adore cette carte postale entre quelque part, alors je sais pas s'il y a des Formule 1 de la mer ici au niveau des super catamarans et autres bateaux qui prennent le départ des plus grandes courses, mais il y a quoi qu'il en soit, la volonté d'une conquête avec un bateau, conquête de la mer, de l'océan, des grands espaces, et avec ces voitures, la conquête de la route aussi, hein, quelque part. Et je trouve que c'est ça qui est génial ici à Saint-Brieuc, on a tout cela. On a la carte postale touristique, maritime, et en même temps cet héritage automobile, Rosengart et ainsi de suite, qui font que cette Coupe Florio, elle tombe à point nommé pour remettre en avant tout ce patrimoine émotionnel, industriel, sportif, et en même temps écotouristique. Et ça, c'est chouette. Les amis, les plus fidèles d'entre vous se souviendront qu'en 2017, Élouan Maurice, notre pilote local, nous avait emmené à bord de sa Peugeot 106 S16. Et pour l'édition 2024, il nous a fourni les images embarquées filmées à bord de sa BMW E30, histoire de vous montrer, comme si vous y étiez, le tracé de cette montée de la Coupe Florio. C'est parti! Un grand merci à Élouan Maurice qui n'en revient toujours pas qu'Arri-Vatanen se soit assis sur son capot, je pense. Alors on l'a dit, cette course se déroule sur le port de Saint-Brieuc et son agglomération. Impossible de réaliser tout ça sans les professionnels de la piste que sont le directeur de course et ses commissaires. Et nous souhaitions vous présenter quelques-uns de ces passionnés. Guillaume, salut. Bonjour. Tu es directeur de course aujourd'hui. Alors c'est quoi ton rôle exactement sur ce genre d'événement? Alors, le rôle va surtout déjà de mettre en place tous les commissaires qui vont s'occuper de la sécurité tout au long de la piste. Et après, ça va être aussi coordonner tous les départs, vérifier que tous les concurrents sont bien sanglés, bien équipés. Tu sais, ça glisse aujourd'hui. Oui, effectivement, ça glisse un petit peu, c'est humide. Bon, allez, ça fait partie du plaisir. Et puis pour le spectacle, quelques glissades aussi, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Merci Guillaume. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, tu es commissaire de course. Quel est ton rôle exactement? Alors, mon rôle sur la Coupe Florio, je suis responsable de tous les commissaires en fait. Donc on met les commissaires en poste, on vérifie que les commissaires soient bien en poste. Et après le rôle du commissaire est de sécuriser le circuit, ou la piste, ou éventuellement la spéciale. Donc avec des drapeaux rouges ou des drapeaux jaunes. D'accord, alors j'ai appris qu'il y avait des couleurs pour les chasubles, après c'était vert, enfin... Voilà, et nous, directeur de course a une chasuble qui est rouge.
Et nous, on est en orange. Donc tous les commissaires de course, y compris les responsables, ont une chasuble comme ça ou une combinaison orange. J'ai appris il y a un truc aujourd'hui. Merci Sébastien. Bon courage, merci à bonne toi journée. aussi. Bonne journée. Alors tu es au chrono aujourd'hui. Oui. Et tu m'expliquais que c'est quelque chose de particulier. Hein. Vous avez une formation, vous avez... Donc on a une formation et on passe un examen à la suite de la formation. Donc on peut être chrono sur circuit, chrono sur route, chrono sur terre aussi. Hein. Donc on fait, enfin moi principalement je fais beaucoup de rallye, slalom et courses de côte. Alors j'imagine que tu as été copilote en rallye, donc ça t'aide évidemment. Un peu, oui. Tu as de l'expérience. Un peu. Ouais. Un peu. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ton métier? C'est la gestion des arrivées en rallye qui est le plus compliqué. Parce qu'on a les tags, enfin, faut pas louper un pilote quand il passe la ligne d'arrivée, il faut vraiment être bien concentré. Merci beaucoup Corinne. Bonne journée. Merci. Retrouvons maintenant Bruno Van de Stick qui vient de faire un tour de BMW M4 avec Harry Vatanen au volant. Il a dû être secoué. Waouh, elle est absolument sublime cette BMW. Qu'est-ce qu'il y a Corinne à côté? Je croyais que c'était moi. Oui, mais non, bien sûr, vous êtes aussi sublime Corinne, mais là c'est la voiture. Effectivement parler. Bruno, j'ai l'impression que Harry Vatanen n'est pas la seule star de la journée. Si, c'est la seule star. Pour avoir fait un tour, le parcours avec lui, avec la BMW M4, waouh! C'était comment? Génial, il l'envoie, franchement, à 72 ans, il est extra. Alors il disait quel dommage qu'on n'ait pas pu vivre des expériences comme ça pendant le rallye des 1000 lacs à 150 km/h sur des bosses, avec le sol enneigé, une voiture en travers tout le temps, mais c'est fantastique. Tu passes un bon moment? Ah ouais, non, on passe un bon moment. Je conçois que certaines personnes pourraient avoir une sorte de nausée en descendant de la voiture parce que l'accélération est très forte et la décélération est très forte aussi. Mais là, ce qui est le plus impressionnant quand même, c'est la puissance de l'accélération. Là, clairement, on peut le dire, ça colle au siège. Et ensuite, quand on récupère un peu je dirais, lucidité, on se dit, oh là là, mais le virage, il arrive vite, et il passe. Voilà, en fait, c'est assez dingue. Et après, alors ce qui était drôle, c'est que après la ligne d'arrivée, on a tellement papoté qu'il a loupé un tournant dans une rue et on s'est perdu dans Saint-Brieuc. Mais enfin bon, se perdre en BMW M4 dans les rues de Saint-Brieuc, c'est plutôt du bonheur. Comme ça, on a regardé les belles maisons du coin et franchement, c'était très très agréable. Et puis bravo également au public qui a suivi cela à chaque fois, très réactif, très participatif, avec beaucoup d'applaudissements, que du bonheur. Voilà. Voilà les amis, ainsi s'achève cette Coupe Florio 2024. Un grand merci aux organisateurs. Je pense à Saint-Brieuc Entreprises et plus particulièrement à Alain Yon, Hervé Lousse, Louis Morin, Mathieu Simelière et Marine Léturgie. Merci également à Benoît Pelé de la FFVE, à la mairie de Saint-Brieuc, aux bénévoles et à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cet événement exceptionnel. Un remerciement spécial à Max Martineau et merci aux pilotes présents et en particulier à Harry Vatanen qui a su se rendre disponible pour tous les fans qui étaient nombreux à faire le déplacement pour le rencontrer. Nous avons passé 3 jours incroyables à ses côtés. Rendez-vous dans 3 ans pour le centenaire de cette mythique Coupe Florio, ce sera en 2027, hâte de vous y retrouver. Et moi je vous dis à très vite sur Asso Est.